Bonjour à tous, il est 7h du matin et vous êtes sur le plateau de Réveil Net. On va passer la matinée, du moins on va passer 2 heures de la matinée à se réveiller en douceur. Pour ceux qui connaissent déjà le concept de l'émission, vous savez à peu près ce qui va se passer. Pour ceux qui ne connaissent pas, pendant 2 heures on reçoit un invité. Et on discute de son travail, de sa passion, de tout ce qui se fait en sorte qu'il se lève le matin. Voilà, ce genre de choses. Et aujourd'hui, c'est Saikos. Bonjour. Salut, ça va? Ouais, ça va très bien. Et toi? Fatigué, il est tôt. Hein. Ouais. Pas l'habitude de Désolé. me réveiller à cette heure-là. En plus, t'as pas de bol. Je vais l'annoncer maintenant parce que de toute façon, ce sera fait. C'est la dernière de Réveil Net qu'on fait. Eh ben voilà. Donc, tu es notre dernier invité. Ça conclut bien. Et ça conclut bien. Ouais, non, on a fait les choses en grand. À la fin, il y a un feu d'artifice et tout. Ah, mais c'est ça devant alors. Ouais. J'ai vu un peu des camions et tout. Mais le coproducteur est pas au courant, faut pas le dire trop fort. Ok, ça marche. On va pas trop se lancer tout de suite sur ce que tu fais. Ok, On va juste commencer par une première question qui est très simple. ok. Est-ce que tu as bien dormi? Alors, pas de ouf. Pas de ouf. Mais non, j'ai pas beaucoup dormi. Je me suis couché très tard à cause du boulot. Mais le peu que j'ai dormi, j'ai bien dormi. Ouais. Ouais. T'as un lève-tôt en général ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais tout l'inverse. Donc c'est un traquenard que je t'ai tendu en fait. Ouais, bon après ça fait plaisir, mais ça me permet de me réveiller un peu tôt. Mais non, normalement moi je me réveille, il est 8h30, 9h quoi. Je me Ok, réveille. ça va. Alors encore, je me c'est couche pas- tard, mais je me réveille tard. Ouais. Bon, ok, d'accord. Ça va, 8h30, 9h, ça va. Je fais des bonnes nuits. Ouais. Ouais, tu fais de bonnes nuits. Ouais, Mais c'est pas si tard que ça non plus. Bah, c'est-à-dire que faut quand même, il y a un métier à côté. Oui, il y a un Il y a métier. des choses à faire. C'est ça. J'avais oublié ce Mais détail. oui. C'est quoi ton petit rituel du matin? Est-ce que tu prends un gros petit-déj ou t'es plutôt comme moi en mode ouais, tant pis, je vais bosser? En fait, ça dépend vraiment des périodes. Mhm. Pour le coup, il n'y a pas vraiment de rituel. Il y a encore un mois, je t'aurais dit le café. Et même là, en ce moment, j'en bois plus tant que ça. Donc en fait, non, il n'y a pas de rituel. Si, c'est de checker mes mails. Ouais, c'est ça. Ça, par contre, ouais. Mais c'est pas le truc le plus fun. Non. Mais ouais, ça, c'est un truc qui peut m'arriver. Ouais. Il y en a qui lisent le journal, hein. Ouais, bah, c'est la même guerre. Hein. Ouais. C'est vraiment. Quitte Même à avoir de combat. mauvaises nouvelles, autant que ça te concerne. Exactement, c'est ça. Pas directement, du moins. Exactement. Quitte à avoir une hausse dans les impôts, autant voir les tiens plutôt que ceux du voisin. C'est ça, ouais. Mais donc, non, c'est peut-être le seul vraiment truc que je vais avoir au réveil, quoi. Ça va être vraiment de checker les notifications, en priorité les mails, parce que c'est le plus important. Ouais. Puis les réseaux en second temps, quoi. Et ça va, t'arrives à te sortir un peu la tête du huc ou c'est. Bah, ça c'est dépend long. des matins. Ça dépend de la veille. Non, en réalité, ouais, le matin, c'est pour ça que c'est. Alors, je vais dire des trucs, je sais pas si je l'ai déjà dit. Le matin, généralement, je traite tout ce qui est un peu chiant et tout ce qui peut être conflictuel. Pourquoi? Parce que comme justement, je suis pas tellement réveillé, Mhm. j'ai tendance à mieux prendre les choses. Et du Ah coup, ouais. quand il y a des conflits à gérer, je préfère faire ça le matin. Donc, notamment des conflits clients ou autres, je préfère les appeler dès le matin. Et comme ça, en fait, tout passe. Alors du Ah coup, ouais, c'est ça, bien. c'est marrant. Ouais, bah ouais, c'est ma petite technique. En fait, t'es plus posé le matin, quoi. Ah, mais complètement. Complètement. Ah ok, d'accord, c'est marrant. Pendant des années, on croyait que j'utilisais des substances illicites. Mais alors que pas du tout. Ou des substances licites aussi. Ou des substances illicites, complètement. Alors que pas du tout. Moi, le seul truc que je peux prendre en drogue, ça va être du café, quoi. Ouais. Et c'est juste que le matin, je suis dans mon monde. Ah ouais, Tu d'accord, vois, c'est il me faut marrant. un petit moment. On aurait tendance justement à croire l'inverse. C'est-à-dire que le fait qu'on soit un peu fatigué et qu'on ait la tête dans le brouillard, on soit pas vraiment amené un peu à fleur de peau pour traiter certains conflits ou des choses à régler, quoi. Ah, Et toi, moi, c'est l'inverse. Tout me passe au-dessus. Ah, si tu savais. Ah ouais, non, le C'est matin. pas grave, quoi. Oh, c'est le matin. Ouais, tranquille. C'est vraiment cette phrase-là, tu vois. C'est le matin. Ouais, d'accord. Non, bah, le matin, tout va bien, tout me passe au-dessus. C'est marrant. Sur le plan principal de Victor, j'ai son micro qui lui arrive Dans le pif. Dans le pif, on a le micro qui bouffe le visage de l'invité. On va éviter. Bah ouais, je vais me remettre un peu par là. C'est mieux là? Il est mieux placé? Le plan te Et plaît? bah voilà. C'est mieux. Cyril Latapi qui nous fait la réal ce matin, qui lui aussi s'est levé très tôt. Tiens, vu que c'est la dernière et que j'en ai plus rien à péter, t'es comment le matin, toi? Vas-y, parle, je répondrai à ta place. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire T'es comment le matin? T'es grognon? je parle pas. Tu parles pas. Ouais, moi, il me faut ma petite heure. Il te faut une petite heure. Ouais, Tu te lèves une petite heure et c'est bon. ouais, après c'est cool. 6 cafés et au boulot. C'est ça.
Ouais, d'accord. Ok. Ce café, ça commence à faire quand même. Non, au moins 2. Ouais, le matin, il me traite. Que Fractal. C'est Steven dans le chat. Il me traite le matin. Il me traite. Bah, en gros, je sais pas. Fractal. Pourquoi on le traite? Je sais pas. On le maltraite peut-être. Ah, il est maltraité, lui? Peut-être, c'est possible. Peut-être qu'il aime ça. Ou alors peut-être qu'il est comme Psycho. Tu fais, oh, c'est le matin. Bah, je sais pas, c'est à lui qu'il faut demander. Ouais. Déjà qu'il est pas là. Mais c'est. Je parlais de Victor. Il me traite le matin, apparemment. Ah oui, je traite mon associé le matin. Non, mais non. En plus, n'importe quoi, on s'appelle à midi. C'est plus le matin. Alors, je pense qu'il parle plus de la traite en mode. Oula. Fou. Ah, mais il va Tu vois, loin. c'est hein. le matin. Hein. Ouais, je pense que tu le connais plus longtemps que moi. Il peut partir très loin, ouais. Et j'arrive à le comprendre, j'arrive à le cerner. Bref, on va pas parler tête dans le fût toute la matinée. Pourquoi tu es là au final? Parce que si on s'est rencontrés, donc c'est par l'intermédiaire de Steven. Ouais. Tu as des activités licites, du coup, pour le Oui. coup, sur J'ai Internet. que ça. J'ai T'as que que des ça. activités licites. On va parler que Commence par là. d'Internet. Ouais, tout à fait. Parce que tu es youtubeur. Ouais, on peut dire ça, On ouais. peut dire ça, t'as quand même un paquet de contenus. Oui. Oui. J'ai pas regardé toutes les vidéos, j'en ai regardé quelques-unes, mais il y a quand même un bon paquet de contenu. Tu fais ça depuis combien de temps? Bah, je sais pas. On va regarder. Ça doit faire 7 ans, 8 ans, je sais Ta pas. première vidéo, c'était quoi? C'était il y a 7 ans? Je devais avoir 15 ans, donc ouais, ça doit être il y a 7 ans, ouais. En tout cas, encore public, ça doit être il y a 7 ans. C'était il y a 7 ans. En non public, tu peux remonter 9-10 ans en arrière. Ah oui. Facilement. D'accord. Ouais. Ouais, donc ça, ouais, entre 7 et 10 ans, ce qui est déjà pas mal. Tu sais à peu près combien t'as de vidéos ou pas sur ta chaîne Non, YouTube? j'en ai aucune foutue idée. Ça, faut scroller hein, pour trouver la première. Ah ouais? Ouais. Il y a un peu de Ça- scroll. Bah, c'est plutôt bon signe. Bon, Steven te dirait qu'il n'y en a pas assez. Ouais. Mais et je suis assez d'accord avec lui. Mais enfin, je veux dire, en 7 ans, je pense qu'il n'y a pas un contenu non plus démesurément important. Il y a eu des grandes périodes de remise en question, de pause, de projets différents, d'examens aussi de mon côté, de choses comme ça qui font que on n'arrive pas tout le temps à créer comme on veut. Et puis YouTube à l'époque était très différent de maintenant aussi, donc ça imposait pas toutes les règles qu'il y a aujourd'hui en termes de régularité. Maintenant, ça, faut c'est être vraiment régulier. Maintenant, faut être régulier, bien sûr. Ouais. Mm. Faut être régulier, c'est un peu le secret, même si je le mets pas du tout en action. Oui. Mais Disons que tu le Ouais. sais. voilà, c'est ça, je suis au courant de l'info. On m'a dit que. Ouais. Mais de là à le faire, mon mode de vie aujourd'hui est trop complexe pour que j'y arrive pleinement. Mhm. Et là, Steven rigolera énormément et me dira: tu te trouves des excuses. Et c'est pas complètement faux. Voilà. Mais donc, non, ouais, ça fait 7 piges, ouais. 7 piges. 7 piges que tu traites du sujet que je n'ai pas réussi à définir. Ah, mais moi, Je peux sais le faire, pas ça. si tu es. Oui, je connais ce sentiment aussi de dire en tant que musicien, qu'est-ce que vous faites comme musique? Je n'en sais rien. Du rock, voilà. Puis après, tu choisis ce que tu veux. Mais je trouve que on pourrait te dire que tu es vulgarisateur scientifique, mais je trouve que c'est pas le cas. C'est plus le cas. C'est plus le cas. Ça l'a été, mais ça ne l'est plus, ouais. Voilà. T'es pas non plus. Tu parles pas seulement juste de l'espace en général. Tu parles aussi d'énormément de théories, de légendes, de choses comme ça. Ouais. Et tu fais pas non plus dans le gros sensationnel, parce qu'à chaque fois que tu traites un sujet, tu traites toujours de 2 points de vue différents. Et tu incites vraiment ton public à dire, voilà, vérifiez bien les sources, patati patata. T'es pas juste dans Ouais, le c'est important. c'est comme ça que ça fonctionne, les reptiliens sont dans les murs, et puis point barre, on reste là-dessus. Non, il y a un vrai traitement du sujet. Ouais. Du coup, très vulgairement parlant, je sais pas où te ranger. Mais je sais pas non plus, et c'est là un peu que je pense que YouTube est utile, c'est que je suis pas journaliste. Je prétends pas à un poste d'éditorialiste dans une chaîne où là il faudrait que du coup je sache, voilà, je suis journaliste sportif ou etc. etc. On a dit les mouvements en l'air, faut que j'arrête de taper la table. Mais globalement, on est sur YouTube, c'est-à-dire qu'on nous laisse l'opportunité de faire ce que l'on veut, tant qu'il y a une sorte de ligne directrice. Ouais. La ligne directrice, ça se passe autour de tout ce qui se passe au-dessus de la Terre, globalement. Mhm. C'est par rapport à tout ce qui va toucher à l'espace.
Maintenant, ouais, on est passé par plein de phases, clairement. On a commencé par la vulgarisation scientifique pure et dure, à l'époque où c'était un petit peu plus en vogue. Après, on est passé par ce que moi j'appelle de la philosophie des sciences. C'est-à-dire que je prenais un sujet et j'allais un petit peu plus... par exemple, j'allais parler de la solitude spatiale. C'est absolument pas un théorème, c'est absolument pas compliqué à comprendre, c'est juste de l'interprétation personnelle. Et après, bah, il suffit juste de le partager, parce que c'est quelque chose que j'avais envie de partager. Mhm. Et après ça arrivent du coup les vidéos sur les mythes et légendes un petit peu. Enfin, les Mhm. mythes et légendes, c'est plus ce qui va arriver là, mais les vidéos sur les aliens. Et où, quand on traite un sujet comme celui-ci, on est obligé de tout revoir parce qu'il est très important de ne pas divulguer ou de ne pas aider à la transmission de fake news. Mhm. Donc, je me dois un devoir je me dois un devoir. Elle est belle celle-là. Ouais. Je me dois à quelque chose que je m'inflige à moi-même, qui est une sorte de rigueur à faire en sorte que les gens qui regardent ma vidéo ne repartent pas avec des mauvaises idées en tête derrière. Mhm. Alors, après, ils pensent toujours ce qu'ils veulent. Ça, c'est une ligne directrice. Il est hors de question. Je ne suis pas leur père, je ne suis pas leur grand frère, je suis personne pour leur dire quoi penser. Mais je tiens à leur donner les éléments de réflexion pour arriver à un point final. Donc, ce que je fais, au final, je ne sais pas. Je parle de trucs sur YouTube. Tu parles de trucs sur YouTube. Ouais, c'est pas mal, ça. Mais c'est très... Ça vient vraiment d'ailleurs, quoi. Le sujet, il est, il est Pour le spatial, moment. tu vois, il est Pour le moment, stratosphérique. tout ça bouge un peu. Là, les prochaines vidéos qui ont été écrites parlent de choses aussi qui sont très très terrestres et qui n'ont rien à voir avec l'espace. Donc, il y a des choses qui vont changer. Ok, On va plus être sur du mythe et légende dans pas longtemps. ok, ça marche. Bah, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant aussi. Ouais. Les mythes et légendes, t'auras de quoi faire. Hein. Ouais, Il y a du boulot. ouais, complètement. D'accord, ok. Non, bah c'est cool. Mais, donc, tu as commencé vulgarisateur scientifique. Ouais. J'ai pas fait, je crois que je suis pas remonté peut-être assez loin, mais quand tu as commencé à vulgariser la physique, c'était directement relié à l'espace ou alors c'était autre chose? Toujours que l'espace. Toujours que l'espace. En fait, ouais, on a plusieurs thèmes. On a de la physique quantique et de l'astrophysique qui vont définir un petit peu ces mondes-là. Ouais. Et dès le départ, j'ai attaqué avec une première vidéo qui était sur le Big Bang. Donc, C'est bien de on était commencer par ça. Ouais, souvent on commence par le début, quoi. Et non, mais c'était un truc tout con. C'est que moi-même, je me questionnais là-dessus. J'ai tendance à avoir une mémoire un peu volatile. Et je me souvenais pas de ce qu'on m'avait dit à l'école. Le seul truc que je savais, c'était que c'était une explosion. Ouais. Quand j'ai compris que c'était pas du tout le cas, je me suis dit, il y a un problème. Et du coup, là, j'ai voulu en parler, en plus de voir l'explosion sur YouTube de gros youtubeurs parlant spatial. Et cet intérêt donc pour l'espace, Mm. c'est quelque chose que tu as depuis tout petit où tu dis tiens, je vais me trouver un sujet, tiens, ça a l'air pas mal, je vais en parler sur YouTube. C'est un mix de plein de choses. En fait, il y a une histoire d'envie de créer qui est liée à ma situation personnelle du moment. Quand je suis gamin, quand je suis minot, je joue beaucoup parce que j'ai beaucoup de temps libre. Voilà. Après les cours, je sais pas trop quoi faire, je suis pas trop du genre à aller dehors, il fait froid, et j'étais pas très sportif étant minot, alors je jouais beaucoup. Passer ça, t'as des dossiers? Ouais, vas-y. T'as quoi comme dossier? Ah bon, je vais Ah, tu balances des dossiers, on peut pas les voir nous? Bon, Et d'accord. Bon, bah, tu te fais afficher en scratch. J'ai peur, mais là. non, mais c'est Steven ça, certainement. Non, je pense qu'il a été récupéré Ok. des premières vidéos de toi et Ouais. des petites photos. Non, non, bah ouais, y a pas de souci. Là-dessus, il y a pas de souci. Et donc globalement, voilà, donc YouTube arrive très vite dans ma vie parce que je suis joueur et que je regarde beaucoup de vidéos de Minecraftiens notamment. D'accord. Parce qu'à l'époque, je T'as jouais quel beaucoup âge à ce Minecraft, moment-là? c'est ça. Je sais pas, je dois avoir 13 ans. 13 ans. Ah oui. 13, d'accord. 14 ans, Et quoi. t'as quel âge aujourd'hui? J'en ai 22 aujourd'hui, 22. je crois. Ouais, je suis pas très vieux. Mais Dit-il en regardant la régie. c'est le matin. Ouais, c'est le C'est, matin. Oh, c'est le matin. Mais ouais, non, je suis jeune, je commence par des vidéos sur Minecraft et en fait, je commence vraiment à m'intéresser au monde de YouTube. Et à ce moment-là, on est vraiment à une époque sur YouTube, pour ceux qui vont peut-être se souvenir, on est à une époque du Mad Podcast, de cette affaire qui explose, de l'ancien stagiaire énergie qui va sur YouTube et qui pique les podcasts d'un américain pour les refaire en français. On est à l'époque où Cyprien et Norman commencent à être un peu vieillissants déjà, quoi. Et on a grandi avec tout ça et on a une ère du podcast 2.0 qui arrive et on a très sensiblement la science qui commence à se détacher du reste en termes de contenu avec Bruce de la chaîne Y Penser qui commence vraiment à exploser à ce moment-là, qui a dépassé les 100 000 et qui est en bonne voie pour aller au million.
On voit en même temps à côté l'évolution par exemple de Nota Bene, on voit tous ces youtubeurs là qui sont dans un nouveau genre, qui sont du genre de vulgarisation, qui commencent à exploser. Et moi depuis petit, il y a des sujets sur lesquels je suis passionné, comme le spatial et l'Égypte. Ouais. Le fait est que je me sentais pas tout à fait légitime à connaître ces sujets-là parce que je savais pas comment me renseigner. Bon bah du jour où j'ai un ordinateur et des livres, je me renseigne. Et du coup, je commence à avoir de plus en plus de choses autour de l'espace. L'Égypte, pas du tout. C'est vraiment une passion qui est mise de côté au tout début. Et je me retrouve à voilà, faire des recherches sur le sujet du spatial et à voir tout ce qui se passe sur YouTube en même temps, parce que je passe beaucoup de temps dessus, et à me dire, mais pourquoi est-ce que je ne créerais pas aussi? J'avais une envie de créer depuis Minot, et ça m'a permis de commencer à créer comme ça. Ok. Qui sera du coup les prémices après de mon métier actuel. C'est un petit dos dans la télé, les gars, ça vous dit? Ouais, vas-y, C'est-à-dire, vas-y. ouais. Waouh. Alors, c'était il y a combien de temps ça? Bah, beaucoup trop longtemps. Hein. Ah, tu fais vraiment adolescent là, ouais. Donc là, t'as. Non, mais là, je sais pas, je dois avoir t'as 14. 16 ans, 17 ans. Ouais. Ah ouais? Et je suis pas si jeune que ça là. Hein. C'est marrant. Là, tu fais- Non, non, on voit que je me rase et tout. Non, non, je sais pas, je dois avoir. Depuis, j'ai abandonné, mais je devais avoir, je sais pas, ouais, peut-être 15-16 ans. Ouais. D'accord. C'était peut-être un an après avoir commencé. Pourquoi j'avais fait ça? C'est parce que j'avais fait une vidéo pour l'envoyer à Dog7 à l'époque, Mhm. pour qu'il fasse une pub dans son. Je sais même plus comment ça s'appelait. Et du coup, je voulais que les gens tombent sur cette vidéo-là en arrivant sur la chaîne. Et en fait, il a jamais fait la pub. C'est pas grave. Donc cette vidéo, elle servait à rien. Non, c'est pas grave. Tu mais- feras sans lui. Bah, après, il m'est arrivé des très très belles choses dans l'histoire de YouTube, mais en tout cas, voilà le départ. Le pourquoi du comment, l'envie de créer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, mais il faut comprendre aussi ce qui se passait sur YouTube à cette période-là. J'ai pas inventé l'histoire de la vulgarisation. Ah bah non, mais Tout surtout. ça, c'était Non, déjà mais là, surtout, et je me c'était- suis lancé. Pourquoi ce sujet-là? Pourquoi t'as choisi ça? C'est tout simplement il te passionnait. Parce que j'aimais bien l'espace et que, en fait, l'espace, c'est velu. C'est quelque chose qui fait souvent peur aux premiers abords, Ouais. mais en fait, c'est quelque chose de simple. À partir du moment où quelqu'un veut s'y intéresser, c'est très mathématique. Hein. C'est 2 plus 2, ça fait 4. Hein. Alors là, je généralise énormément, mais globalement, on n'a rien inventé. Tout est... Enfin, on n'a rien inventé. Oh là, je vais faire des fâchés en disant ça. Tout a une logique. Tout s'explique. Et du coup, si tout s'explique, tout se comprend. Et c'est ce pourquoi l'espace est aussi passionnant aussi. C'est parce que c'est un monde vaste et énorme qu'on peut tous et toutes comprendre sans aucun problème. Au tout début, la phrase de Psycho, c'était tout ce qui est compliqué peut être compris de tous. Ça, Oui. c'était ma Ça, je suis d'accord. catchline. Et voilà, c'était juste ça. Donc, moi-même, je faisais cette démarche de me renseigner sur l'espace pour mieux comprendre. Et à force de me renseigner, j'avais moi aussi envie de partager des infos que j'avais apprises qui étaient très différentes de ce qu'on m'apprenait à l'école. De ce qu'on avait appris en tout cas. Et voilà. Jusqu'au moment où je monte Psycho, c'est un de ces 4 où je vais voir un de mes profs de maths en lui expliquant un principe de voyage dans le temps. Où il me dit, bon, faut que tu ailles voir d'autres mecs là. Ah ouais? Et ouais, là, c'était rigolo. Et voilà un petit peu pour le dérouler. Ça s'appelle des médecins. Et ça s'appelle les médecins, t'auras une belle blouse blanche. Ouais. Ou ce sont les infirmiers qui l'auront. Et... Non, tu sais, là, il y a la petite camisole là, bam, Ouais, c'est ça. t'auras les mains dans le dos. Non, et ouais, il m'avait offert une belle opportunité par la suite. Mais en tout cas, voilà un petit peu le process de YouTube, de pourquoi ce sujet, quoi. Mais t'as commencé comment, en termes de technique, par exemple? Parce que quand on a 15 ans, on sait peut-être... Enfin, en même temps, t'avais 15 ans il y a 7 ans, à peu près. Bah ouais, Je suis- 5 plus 7, on est bon. On est bon. J'ai un bac L, hein, donc... Et puis c'est le matin. C'est le matin. C'est le matin. Donc il y a 7 ans... J'ai des petits gosses comme ça. Comment... Bah, si t'as envie de faire popper des trucs, vas-y. Hein. Après, c'est gentil de déranger l'invité. Le mec, il fait l'effort de se lever tôt pour venir nous voir. Et on le pourrit. Bon, bah écoute. Regarde, là, c'est hyper intéressant, regarde. Alors, vas-y, montre-nous. Je te montre ça. Là. Oh la vache. Ah ouais, c'était il y a un moment. On voit que ma soeur qui est coiffeuse avait mal fait son boulot quand même. J'avoue. Mais on voit la petite pyramide et tout quand même. On Ouais. était sur une encyclopédie là. Et en fait, bon, ça c'était ultra fake parce qu'à ce moment-là, j'avais jamais lu ce bouquin. Ouais, Et, c'est juste pour la photo. Là, mais en fait, c'est pas. Il a tiré ça d'une vidéo. Ah, d'une petit vidéo. Cyril. Et c'était une vidéo où je remerciais pour les 100 000 abonnés. Les 100 000. Bah non, bah, j'aimerais bien. Les 1000 abonnés à l'époque. 1000 abonnés. Ouais. J'ai fait ça un soir, il était 23h, j'étais tout en stress parce que mes parents dormaient dans la chambre d'à côté, je voulais pas qu'ils entendent. Et je voulais filmer la vidéo pour le lendemain. S'il débarquait à ce moment-là et qu'il te voyait avec une encyclopédie entre les mains, il Franchement, serait- ça va. Ça va. Ça va. Et on a plutôt bien réussi les Ça va. choses. Il y a pire. Tu Ah nous non, as fait mais- peur. Ah non, on pensait à autre chose, nous, au départ. Moi aussi, j'aimerais bien 100K. Fractal. Bah ouais, bah nous aussi, on aimerait bien 100K.
Bah, Mais, on aimerait tous 100K. Ouais, je pense 100K. Surtout en euros. Mais du Donc, coup, ouais, j'ai donc la 15 question ans, ouais. c'était comment tu. On n'a pas beaucoup de moyens quand on a 15 ans Ouais. d'avoir accès à une technique qui permet de tourner dans de bonnes conditions. Donc, comment tu t'es débrouillé à la base? Alors, ça c'était vrai encore avant moi. Le fait est que moi j'arrive à une époque où YouTube a quand même ouvert beaucoup de choses. Ouais. Hein, et en plus de ça, on est à une époque mais faramineuse pour YouTube dans le sens où on n'est pas emmerdé par les droits d'auteur à cette époque-là. On n'a Oui, pas surtout à encore de cette problème époque-là, avec ouais. les musiques, avec les images, etc. Donc c'est super pour créer. Donc déjà, en termes de contenu à diffuser, c'est assez évident. Maintenant, pour pouvoir me filmer, je demande une caméra à Noël, mais un truc à 50 balles sur Amazon. Je fais une vidéo avec. C'est une horreur. 50 balles. Et ouais, bah ouais, c'est ça. Mais à l'époque, tu sais, aujourd'hui, c'est mon métier, la vidéo, donc c'est différent. Mm. Aujourd'hui, je sais pertinemment que ce que j'ai acheté, c'était tout naze. C'est même pas une caméra de surveillance, c'est que Tu l'as dalle, encore? quoi. Je dois l'avoir dans un carton, ouais. Ah ouais. Mais c'est un truc qui fonctionne même plus. Ah bon? Ouais. Et ce qui me fait beaucoup rire, c'est que c'est des batteries très spécifiques, tu vois. Genre, ces batteries que je retrouverai jamais. D'accord. C'était très, très spécifique. Et donc voilà, donc j'avais commandé ça, c'était horrible. Et cette première vidéo, en fait, elle a toute une histoire, mais je la refais un an après. Donc à cette époque-là, j'ai pas encore 15 ans, j'en ai 14. D'accord, ouais. Et du coup, un an après, je refais cette vidéo, mais avec mon téléphone. Ah, bah elle est bien celle-là! Pas dis trop donc. mal, ouais. Eh, voilà, ça y est, bah là, on se croirait dans une vidéo de Cyprien, podcast chez YouTube. Elle est Bah, cool celle-là. à l'époque, j'avais un vrai talent graphique. Ouais. Mais bon, depuis, L'incrustation est pas trop dégueulasse. Bon, il te manque un doigt, mais. Il me manque un doigt, mais c'est parce que tu sais, il est comme ça en Ouais, fait. il en fait, il est en debout. Et surtout là, vous voyez qu'il y a un problème avec mon bracelet que j'ai encore là. Ouais. Et la petite cravate, bah c'est quoi ça? Mais là, j'ai 17 ans, même pas. Même pas. Et donc, un an après, je refais une vidéo, mais cette fois, j'avais un téléphone d'une marque à fruits. Et à l'époque, on était sur un modèle qui s'appelait le 5, tu vois. Mhm. Et donc, c'était vraiment pas récent. Hein. Et je tourne avec ça. Je le pose sur un trépied et je tourne. Et en fait c'est nickel. Ouais. On se rend pas compte du potentiel qu'on a tous dans nos poches aujourd'hui. C'est clair. Mais comme Orelsan me dit, quand tu veux faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Bah ouais, en Ouais. fait, c'est ça. C'est vrai. Donc non, en fait, déjà, à 15 ans, j'ai la chance d'avoir un téléphone portable dans la poche qui filme. Et on n'est même pas sur le truc le plus pointu de la technologie à ce moment-là, quand on remonte dans les années. Mais c'était, voilà, ça m'a permis de commencer. Ok. Et j'ai tourné peut-être pendant 1 an et demi, 2 ans avec. Et pour capter le son. Ah bah à l'époque, comment je faisais ça? Je crois que j'utilisais mon micro de gaming qui était un... Je peux dire les marques ou pas? Oui, vas-y. De toute façon, c'est la dernière. Ouais. C'était... c'est pas grave. C'était un micro Blue Yeti. En fait, Ouais, qu'on connaît d'accord. tous, le fameux iconique et célèbre. Et donc, c'était les anciens, les gris. Là, maintenant, ils les font en noir. Et je crois que je devais mettre ça à mon ordinateur portable et balancer un rec Audacity. Mhm. Et voilà, il me semble que ça devait être comme ça. Et tu raccordais l'image au son après. Ouais, je faisais un vieux clap. Hein. Ouais. Ni plus ni moins, hein, un truc tout bête. Et ouais, je bidouillais pas mal. Ça me faisait pas peur de bidouiller en vidéo. Ça m'éclatait plus qu'autre chose. Mais d'ailleurs, je trouve que mes vidéos d'avant sont bien meilleures que celles d'aujourd'hui. Hein. Ah bon? J'ai un vrai problème avec ça. Ah, mais Peut-être que complètement. tu t'en demandes plus aujourd'hui? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais j'aimais bien les petits effets que je faisais à l'époque. Mais parce que à l'époque, c'était différent. Ah, c'est devenu sérieux là. Bah c'est surtout qu'aujourd'hui, c'est mon métier de monter des vidéos. Ouais. Donc le boulot est quand même assez répétitif. T'as et toujours redondant. le regard du professionnel, quoi. C'est ça, mais j'ai moins de plaisir en fait à m'éclater dessus. Parce que c'est déjà quelque chose que je fais toute la journée. Donc en fait, là où à l'époque j'aimais essayer des nouvelles choses, grâce à ces vidéos sur Psychos, bah aujourd'hui peut-être un peu moins. Je m'éclate peut-être plus pour les clients et peut-être un peu moins pour moi. D'accord. Mais bon, ça après c'est autre chose. Mais en tout cas, ouais, j'aimais bien mes anciennes vidéos. Et donc je commence voilà, avec un iPhone et un Blue Yeti. Voilà. Ok, donc en fait, t'as raison. T'as cité Orelsan et la phrase, elle est très bien. Si tu veux filmer, t'as qu'à prendre un truc qui filme. Ouais. Ça marche. Ok, bon. Déjà, on a la base. Ouais. D'où ça part et pourquoi? Parce que tu fais toujours ça maintenant. T'as évolué, évidemment. J'imagine que maintenant, Ouais. t'es loin du téléphone 5 et, Ouais. et Enfin, du loin, Blue Yeti, du micro Blue Yeti. Oui. Mais t'as dû évoluer là-dedans. On en a parlé un petit peu en off, sans en dévoiler plus. Comment tu vois l'évolution de tout ça maintenant?
Parce que quand on voit tes vidéos que tu fais maintenant, elles sont d'excellente qualité. Enfin, l'image est belle, Merci le son beaucoup. est propre. T'as pas du tout la même assurance qu'il y a 7 ans. Tu trouves? Ouais, mais ça, on sent qu'il y a eu une petite évolution, quoi. Il y a un petit level up. Et mine de rien, tu n'as que 22 ans. Donc, Ouais. quelque part, t'as encore largement le temps de créer énormément de contenu. Et comme tu dis, tu peux faire ce que tu veux. Donc, à partir du moment où on a autant de possibilités, comment on reste concentré sur ce qu'on veut faire et surtout, où est-ce que tu voudrais aller maintenant? Mais en fait, la complexité, elle est humaine. Ouais. C'est-à-dire que la complexité, c'est vraiment c'est un truc à faire chacun en soi, c'est de se dire j'ai envie de quoi? De quoi est-ce que j'ai envie demain en me réveillant? De quoi est-ce que j'ai envie dans le futur, dans 5, dans 10 ans, etc. Mm. La complexité, elle est plutôt là, parce qu'en fait, YouTube propose une assez grande liberté de création. Et effectivement, comme tu l'as cité, tout a évolué, même niveau matériel. Donc, je suis vraiment libre. Si demain je veux faire un documentaire, j'ai le droit, quoi. Je veux dire, j'ai ce qu'il faut pour le faire, j'ai la capacité de le faire, sans engendrer des moyens ultra importants, etc. Mais par contre, humainement, est-ce que j'ai envie de me lancer dans la création d'un documentaire, de crapater dans toute la France pour aller filmer des images, etc. Ouais. Ça, c'est autre chose. Le futur, moi, je le vois à l'envie. Je le vois peut-être sans pression, parce que j'en ai déjà un peu partout de la pression. Donc, si je peux en libérer là-dessus et vraiment garder ça comme passe-temps, comme hobby et comme passion, ce serait top. Mais on sait, une passion, ce qui fait la différence d'une passion d'un métier, c'est la pression, quoi. C'est l'exigence qu'on met dedans. Ouais. Enfin, l'exigence, non, c'est pas tout à fait réaliste. Ça. Surtout toi qui es musicien, tu dois le savoir. On peut être exigeant dans une passion, mais c'est... Disons que quand on est passionné, c'est ma vision des choses, mais quand on est passionné, on se fait plus facilement violence. La rigueur qu'on met dans le travail, elle se fait plus facilement. Si c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire et il faut être aussi rigoureux et méticuleux que quand on a envie de le faire. Mais à partir du moment où on se lance dans quelque chose, il faut le faire correctement de A à Z. Bien sûr. Si on est passionné, ça se fait tout seul. Si on n'est pas passionné, c'est une tannée, quoi. Exactement. Non, et puis il y a quelque chose où en fait YouTube, aujourd'hui, je fais quelque chose qui est très écrit. Alors ça se ressent peut-être pas en vidéo parce que en fait c'est globalement des notes qui sont écrites avec... c'est vraiment un script que j'écris mais c'est pas vraiment ce que je récite. C'est-à-dire que moi mon script il me sert juste à avoir des idées pour parler. Et après c'est un peu ce qui me vient, quoi. Mais cette écriture, elle demande un travail particulier en moi-même parce qu'il y a quand même un style narratif qui est très particulier et qui me demande un état d'esprit quand j'écris. C'est-à-dire que déjà, je peux pas écrire n'importe quoi. Donc, c'est aussi la grande différence. Je peux pas déclencher, c'est comme un écrivain, des fois, il a le syndrome de la page blanche pendant 1 an, quoi. Ouais. Et c'est un peu pareil. Des fois, il y a des moments où pendant 1 mois, j'ai pas une seule fois la bonne émotion pour écrire. Parce qu'écrire, c'est aussi de l'émotion. On partage vraiment quelque chose avec les gens. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Si je suis là juste pour réciter un texte, honnêtement, il y a des médias qui le font très bien, et leurs vidéos sont tout à fait insipides. Ouais. Mais là, la différence, c'est que je veux partager une émotion avec les gens. Je veux les mettre dans du mystère, dans quelque chose, etc. Et donc pour ça me demande vraiment un état d'esprit particulier. Parfois, c'est quand je suis triste. Parfois, c'est quand je suis très heureux. Parfois, c'est quand je suis pas réveillé. Et parfois, c'est un peu de tout ça. Ok. Et donc du coup, le futur, je le vois vraiment à l'envie. Je le vois sur des sujets qui vont être différents et qui vont me faire plaisir, avant tout. Donc quelque chose qui me fait rêver, et donc du mystère et du mythe et de la légende. C'est vraiment ce sur quoi je me suis basé. Je me suis dit, aujourd'hui, les gens, ils veulent quoi? Du divertissement. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'exporter de leur quotidien. Hein, on est encore plus dans une réalité aujourd'hui en disant ça qu'il y a encore 2-3 ans. Et quoi de mieux pour faire rêver les gens que de leur parler de choses imaginaires? C'est un peu là où j'en suis arrivé. Et puis il n'y a pas de droit d'auteur dessus, donc c'est cool. En plus de ça. Donc tu vois, non. Et donc le futur, je le vois vraiment sur quelque chose de comme ça, parce que je pense que mon rôle à moi en tant que créateur sur Internet, c'est aussi de pouvoir permettre aux gens de s'évader un peu de leur quotidien, qui en ce moment est pas évident pour tout le monde. Non, je suis bien d'accord, et c'est ce qu'on essaye de faire, évidemment. Bien sûr. Nous aussi, donc je te rejoins là-dessus, mais alors complètement. Et bien au top. Et si en plus on peut divertir les gens de manière intelligente, tu vois où je veux en venir. Exactement. S'ils peuvent avoir passé un bon moment et repartir avec, en ayant appris quelque chose, c'est plutôt pas mal. C'est Alexandre Astier qui disait que on n'était pas obligé de se prendre la tête quand on regardait un documentaire pour se divertir. Ouais. Que c'est pas parce qu'on regardait Arte qu'on se prenait la tête en regardant Arte. Ouais, c'est pas parce qu'on regarde quelque chose d'intéressant qu'on est obligé de se prendre la tête. Ouais. Exactement. Alors on va pas insulter les gens, mais en deux effet, personnes en qui faisaient de la face, télé-réalité. en face de lui, il y avait 2 productrices de télé-réalité.
Et lui, il était là pour présenter sa BD Camelot. Exactement. Il a donné son avis sur ce qu'il pensait de la Mais télé-réalité. pas méchamment en plus, hein. Non, pas du tout. Lui, déjà, on l'emmène sur un terrain qui n'est pas le sien. Enfin, voilà, je veux pas le blâmer. Hein. Non, Et non. sa réponse était tout à fait juste. Et à voilà, mon sens. on lui demande son avis, il le donne. C'est ça. Ça paraît assez normal. Et voilà. Et les deux productrices ont un peu surréagi, donc voilà, il leur a expliqué que. C'était plutôt des. Comment dirais-je? C'était pas vraiment des productrices. Si, c'était des productrices ou des responsables de production de certains shows télévisés basés sur la télé-réalité. Peut-être qu'elles en ont fait aussi au passage, bien sûr, mais elles étaient là en tant que représentantes d'un show de télé-réalité, quoi. Et je crois que c'était des À productrices. l'époque, en plus de ça, c'était un présentateur d'émission qui est aujourd'hui pas mal dans la tourmente, mais ça me m'étonne pas trop qu'il ait C'était été- chez Morandini. Hein. Ouais, bah voilà, t'as la cité. Ah oui, non, mais on peut y J'allais aller. pas le dire, tu sais, mais- De toute façon, si demain on se prend un procès, on va pas perdre grand-chose. On Ça fera un buzz. se fera connaître, c'est cool. Mais non, le gars était juste venu présenter sa BD et on lui demande son avis sur la télé-réalité, il l'a balancé. Ouais. Et il a dit il disait j'aurais préféré qu'à certaines heures de grande écoute, Ouais, des choses un peu plus intelligentes. que l'on nous présente des choses ou des gens qui nous fassent réfléchir et qu'on apprenne des choses. Et donc les deux nanas, elles ont dit ah non, On n'a pas tous envie de se prendre la on tête n'a en pas envie de rentrant se du boulot. prendre la tête en rentrant Et du c'est là où il boulot disait et que ne c'est- confondons pas quelque chose qui est intéressant avec se prendre la tête. Exactement. Et là tu fais je l'aime bien lui. Mais oui, mais c'est super important. Et en Ouais. tout cas, moi, dans ma dynamique ancienne de vulgarisation, c'était prioritaire même, comme pensée. Effectivement, c'est pas parce que on va vouloir expliquer quelque chose qui peut paraître très compliqué, très velu. Mm. Par exemple, si je te dis juste le mot astrophysique de la discipline, t'as envie de dire bah non. Ah non, mais c'est pas une question. Ah, moi, astrophysique, enfin, pour c'est le coup, différent. tu vois. Et c'est quelque chose qui peut. Je peux comprendre que les gens trouvent que ça prenne la tête, mais tout mon rôle, à moi, à l'époque, en tout cas, était de le rendre sexy. Mais c'est ça en fait. Je suis d'accord avec ce principe-là. Je pense que le terme est compliqué, que ça va être long et barbant en fait. Ah, mais entièrement. Et c'est ça le problème. Il y a cette espèce de cliché qu'on peut avoir sur dès que le mot fait de plus de 4 syllabes, c'est trop dur. Mm. Et c'est bien dommage parce que j'ai jamais été par exemple quelqu'un moi qui était très très bon à l'école. Moyen, tu vois, la moyenne, j'ai bien compris que la moyenne, à quoi ça servait? Ça servait à aller au-dessus. Donc, je restais dans la moyenne. Et beaucoup plus tard, mais vraiment beaucoup plus tard, j'ai compris que c'est pas parce que on n'a pas eu les meilleures notes à l'école qu'on peut pas ouvrir un bouquin et ne rien comprendre. Ou éventuellement rencontrer des gens qui, eux, ont fait des études de malades et ont étudié quelque chose par passion, comme on l'a dit tout à l'heure. Enfin, pour lui, il est passionné de ça. Donc pour lui, faire 10 ans d'études de ça, c'est un bonheur. Pour moi, ça va être un cauchemar. Mais pour lui, c'est un bonheur. Et s'il arrive à expliquer sa passion, et là, on est en mesure d'apprendre des choses peut-être auxquelles on n'aurait jamais pensé comprendre un jour. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le travail que tu fais par rapport à ça. Après, On arrive à se plonger dans un milieu peut-être dans lequel on n'aurait jamais mis les pieds. il y a un grand drame aujourd'hui sur l'univers de la science, c'est que généralement les grands savants, qui sont vraiment pour le coup des très grands savants, qui ont fait effectivement 10-15 ans d'études, ont des connaissances mais magistrales. Ouais. Le seul problème, c'est qu'ils ne savent pas les vulgariser. C'est là que nous, du coup, on a un rôle à jouer, en étant en contact parfois avec eux et en réussissant à les comprendre, parce que nous, on a un peu plus de connaissances peut-être que monsieur et madame tout le monde, Ouais. en tant que passionnés. Mais parfois, en connaissant beaucoup, on vulgarise moins bien. C'est ça aussi que je voulais mettre en exergue. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on garde là? Oula, c'est un ancien visuel de publication de vidéos, donc ça, c'est clairement le tournant moderne, on va dire, avec ma vidéo sur Bob Lazar, qui est sortie... D'accord, c'était pas prévu en fait. Ah bon? Ah bon? Je me rappelais plus c'était en 4 tiers l'image. Ça, je l'ai fait en plein deuxième confinement. Ah ouais? Ouais. Donc ça reste assez récent quand même. Celle-ci, elle est récente. Alien, mystère, science. Ouais, celle-ci, elle était vraiment fun. J'ai vraiment pu prendre le temps de la travailler, du coup. Rien à voir. Pourquoi Psychos? Pas science et cosmos, Ah. j'imagine. T'as toute une histoire. Exactement, c'est C'est ça. ça, hein. Mais Je trouve qu'il claque en fait. merci. Le pseudo, je le trouve vachement bien. En fait, si tu veux, j'ai toujours une grande honte, c'est que c'est pas moi qui l'ai trouvé.
Ah bon? Donc à cette époque-là, je suis minot. Je le dis, moi je suis en études, je commence mes études très tôt. Je fais un doctorat à l'âge de 12 ans. Pas du tout, vraiment pas. C'est quand je dis que je commence mes études très tôt, ça fait un peu ça. Non, non, je commence dans la voie professionnelle à partir de 13 ans en fait. De 13 ans, D'accord. non, attends. La troisième. Je sais pas quel âge on a en Troisième, t'as 14 ans en fait. 14-15 ans, ouais. Bon, Et oui, du coup, 13, 14 ans. je commence ma voie du coup à apprendre mon métier de graphiste à Ouais. l'époque. Et je fais un stage dans une boîte dont je ne citerai pas le nom, qui est dans la région. Et on est trois, enfin quatre avec moi autour de la table. J'ai ma tutrice à gauche, un mec un peu grincheux à droite, et un mec très bon en face, mais qui parle jamais. Que des adultes ou? Ouais, que des adultes puissance bien, quoi. Quand Ouais. t'as 14-15 piges, tout le monde est plus ou moins adulte de toute façon pour Ouais, toi, hein. non, Même c'est quelqu'un de vrai. 18 ans. Ouais. Et donc, non, ouais, vraiment des adultes, tous 25 ans passés. Donc, tu sais, ça fait une énorme différence avec Ouais. moi. Enfin, énorme. On est à 10 Des ans. gens qui sont là pour bosser, pour Sérieux. apprendre pour apprendre le métier. Ah non, des gens qui sont. On est en entreprise là. Donc, On eux, est c'est en vraiment leur entreprise. métier tous les Ok. jours. Et eux, ils sont méga sérieux, quoi. Il n'y a pas un pet de fun. Et du coup, voilà, j'explique un peu mon projet parce que je dis, voilà, j'aimerais bien travailler un petit peu dessus là, sur le graphisme pendant que j'ai un ordinateur, etc. Et je dis, mais par contre, j'ai pas de nom. Et on en parle autour de la table. Première fois qu'on parle tous ensemble d'un truc, trop content. Et le mec en face me dit, donc justement, on fait des jeux de mots comme ça. Mhm. Il dit, mais Psycho, c'est trop bien. Et je crois comprendre plus tard qu'il tire ça de la série Flash. Je pense qu'il prend ça de Cisco, de la série Flash, Ouais. parce que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup l'univers Flash, etc. Donc je pense qu'il l'a sorti un peu de là. Psycho, Cisco. Et voilà. En tout cas, c'est comme lui qui a trouvé le nom. Il a dit, voilà, ça fait mélange de science et de cosmos. J'ai fait, putain, trop bien. Ouais. Et là, ça a matché dans ma tête. J'ai fait, ok, on va prendre ça. D'accord. C'est une question Avant que ça, je voulais te poser. Je voulais appeler ça la science en 3 minutes. Mais je trouvais ça beaucoup trop long en fait pour la recherche. Et je voulais faire que des vidéos de 3 minutes. Ça, c'était la toute première idée. Mais enfin, je suis passé par plein d'idées, moi, tu sais. Je voulais créer plein de choses. Ouais, t'es un créatif quoi. Je suis un mec qui essaie des choses. Ouais. C'est différent. Tu demanderas à Cyril aussi. On a passé quelques soirées où j'ai été créatif aussi et lui il me dit oh, attends. Ouais, mais c'est super bien comme euphorie en fait. Moi, ce sentiment de créativité, tu vois, honnêtement, aujourd'hui dans la vie personnelle, je l'ai perdu et j'aimerais beaucoup le retrouver, tu vois. Ah bon? Ouais, c'est quelque chose qui depuis quelques semaines me manque. Ouais. Bon, ça se retrouve hein. Mais oui, bah, c'est comme le syndrome de la page blanche. Hein. C'est qu'il y a un moment où t'es un peu moins Ouais, créatif. il faut pas y et, penser. C'est ça, faut laisser venir. Et ça revient. Enfin, c'est un peu plus compliqué quand c'est l'essence même de ton métier. Mais, Ouais. C'est vrai. non, mais c'est un sentiment en tout cas qui est vraiment congratulant en fait à avoir d'être créatif. Quoi. Hmm. Donc, Et voilà. puis surtout de donner naissance à quelque chose et de voir le résultat. Ça Ouais. fait toujours plaisir, même si on voit tous les défauts. Ouais, mais bien sûr. Mais ça c'est comme tout le monde. Hein. Je veux dire, un poseur de cuisine, ça va être la même chose. Hein. Ouais. Il va poser une cuisine, le client va être super content, lui va voir tous les défauts directs. Quel que soit le métier qu'on fait, on verra toujours tous les défauts parce qu'on se place dans une position d'expert au bout d'un moment. Donc voilà. Mais c'est plutôt bien, parce que le mec qui fait un métier et qui voit pas les défauts de ce qu'il fait, c'est soit qu'il est vraiment super bon, Ouais. soit qu'il est vraiment très mauvais. C'est ça. Et après, t'as le syndrome de l'imposteur, que je nous souhaite à tous, Bien sûr. Ouais, complètement. qui prouve que t'es un petit peu humble normalement dans ta tête. On va mettre un petit peu de côté le contexte YouTube, métier youtubeur, tout ça. Moi, j'aimerais qu'on se planche un petit peu plus sur toutes les théories, justement. Ouais. Comment on arrive à traiter une théorie, en sachant que les réseaux sociaux sont bondés, que ce soit théorie scientifique ou mythologique. Tu peux très bien... en fait, parlons par exemple de la mission Apollo. Ouais. On peut être très bien dans de la théorie conspirationniste et tout le tintouin, et en même temps être extrêmement dans le relationnel et très scientifique. Donc, on va prendre ce sujet-là, parce que je pense que c'est lui qui parle le plus. Comment on peut... Enfin, tu veux dire Mission Apollo, parce qu'il y en a eu plusieurs, tu veux dire le premier pas de l'homme sur la Lune. Celle-ci, ouais, le premier pas de l'homme sur la Lune. Comment un sujet... j'ai paumé ma question en fait. Un sujet qui de base est aussi sérieux, puisse être du coup et l'un et l'autre, et comment le traiter. Ouais, comment on peut arriver à traiter ça? Parce que j'ai l'impression que tout ce qui touche à l'espace, de manière générale, ou même de mythologique, sur lequel tu vas un peu plus te lancer, il y aura toujours une partie du public qui va rajouter justement le côté légende, théorie, complotiste. Donc comment tu arrives à jongler avec ça? C'est assez humain. En fait,
Déjà, il faut comprendre pourquoi et comment on arrive à ce processus et comment est-ce que, quel que soit le sujet, tu as une partie conspi. On le voit d'autant plus aujourd'hui avec un contexte sanitaire Mm. où on a chacun un avis personnel dessus. C'est la première fois qu'on divise autant le monde, quoi. C'est incroyable. On peut parler de ce sujet-là et vraiment, tu mets 10 humains dans la même pièce, les 10 humains n'ont pas le même avis. Ouais, bah ouais. C'est incroyable. Mm. Donc là, le premier pas de l'homme sur la Lune, c'est. Enfin, faut se rappeler quand même que. Enfin, faut se rappeler, moi j'étais pas là. Mais faut quand même se dire que c'est le truc devant lequel, quelle que soit la personne qui a une télé dans le monde, il est devant ça, quoi. Qu'il soit français, machin, etc. On est devant la télé Bah, alors ceux que c'est qui un ont une américain télé, qui quoi. pose. Voilà, c'est ça. Ce qui est déjà rare à l'époque. Mm. Et ah ouais, j'en avais fait une vidéo. Eh ben, tu vois, je me souvenais plus. Comme quoi, hein. Et ah, je m'en souviens plus du tout. Alors ça, c'est con, ça me donnait une idée pour une prochaine vidéo. Bah, Tu voilà. vas pas la faire, du coup. Et souvent, ça m'arrive d'écrire des scripts, mais ça me dit quand même vachement un truc. Et en fait, je le retrouve dans ma liste de scripts passés. Et des fois, des trucs d'il y a 3 ans. Et donc, en fait, voilà. Donc, c'est assez humain, en fait, d'avoir chacun un avis personnel parce qu'on a tous envie de briller aux yeux de quelqu'un. On a tous envie d'être le savant aux yeux de quelqu'un qui sait un peu moins et de lui transmettre quelque chose et de lui apprendre parce que c'est un sentiment qui est quand même très agréable d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Bon. Et comme c'est quelque chose humainement qu'on a tous envie de ressentir, d'être un peu auto-congratulé ou congratulé tout court, on va tous se mettre à vouloir exposer un avis et à apprécier le fait qu'il soit compris comme acquis. Mhm. Et parfois, certaines personnes n'ont pas un processus qui fait qu'ils arrivent à avoir des nouvelles infos. Et des fois, on n'a pas de processus qui nous permette de dire voilà, j'ai une info sûre à donner, donc je vais l'inventer. Voilà, donc là, on revient au tout début de la conspiration. Alors, il n'y a pas que de ça. Il n'y a pas que de ça. J'en avais fait une vidéo sur les conspirationnistes. T'as plein de choses. Tout vient aussi d'un non-accompagnement de certaines pathologies psychologiques, d'un manque aussi social. Il y a une grosse problématique sociale parfois dans le conspirationnisme au départ, qui est le manque de confiance parce que du harcèlement, parce que des choses comme ça. Du coup, les gens cherchent refuge et ils vont trouver refuge autour de l'internet et parfois ils n'ont pas un sens critique assez développé pour faire la différence entre du vrai et du faux. Est-ce que ces gens-là, ce qu'ils recherchent au final, c'est juste le sensationnel, Moi, j'ai l'impression que c'est du confort. du confort? J'ai l'impression que c'est quelque chose de pour une fois, j'appartiens à quelque chose. J'appartiens à Ah un oui, groupe de d'accord. gens, tu vois. Ok, dans ce sens-là, parce que Ah oui, se c'est dire sûr qu'on qu'ils se n'auront rend- pas un meilleur canapé. Hein. ouais, non, mais se dire qu'on est entouré de reptiliens, j'appelle pas ça confortable, moi. Non, c'est sûr, mais c'est de se dire. Hésite pas à te rapprocher un peu plus pardon. du micro. C'est se dire, je fais partie d'un groupe de personnes. Je fais partie d'un groupe Ouais, de, je sais pas, de une 10, communauté, 20, ouais. 30 personnes. Et ça, c'est agréable, quoi. Ouais. Pour beaucoup, c'est quelque chose de rassurant. De se dire, si demain je dis quelque chose, j'ai des amis qui vont être là pour m'aider. Alors, des amis virtuels, mais quand même, il y aura des gens qui seront là pour m'épauler. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Fractal? Rien, il est tout content. Ah bon? Il dit en gros que depuis que tu l'as rencontré, c'est bon, c'est la révélation, quoi. J'ai Bah. pas voulu le dire parce que je trouvais ça un peu prétentieux. Mais en tout cas, dans mon histoire, il a joué un rôle clé. C'est Ouais. une certitude. Mais Ah bah, ça, c'est autre chose. C'est pareil chez nous, hein, tout ça existe. Mais ouais, bien c'est sûr. grâce à lui. Mais donc non, donc en gros pour moi la conspiration elle vient surtout d'un gros problème psychologique, enfin psychologique, c'est dur de dire ça mais sociologique plutôt, de dire il y a des gens qu'on écarte de la société plus ou moins volontairement et le seul refuge qu'ils aient en termes de connaissances ça va être internet. Mais c'est aussi quelque chose qui se passe dès l'école quoi. C'est aussi avec notre système d'enseignement actuel qui est pas adapté à tous parce que c'est juste impensable d'avoir un système éducatif qui Qui convienne marche à pour tout le monde. monde. Enfin c'est une utopie incroyable. Je trinque à ça. Mais voilà. Et tu fais bien, mais enfin, je veux dire, je jette pas la pierre à l'éducation nationale du tout. C'est quelque chose de très compliqué, etc. Mais parfois, il n'y a pas de recours pour les élèves qui sont un peu en décrochement et qui veulent pourtant s'intéresser. Ouais. Et du coup, bon, bah, pour eux, c'est compliqué, sans avoir de sens critique, de faire la différence entre une vraie et une fausse info. Donc tout ça, voilà, vient en partie de là, mais vient aussi d'un contexte américain où à l'époque, quand les fake news à ce sujet commencent à sortir, on est en plein bouleversement au niveau du gouvernement américain. C'est-à-dire que les gens commencent à ne pas croire le gouvernement américain parce que Pearl Harbor, parce que plein de choses qui sortent au même moment et qui commencent vraiment à se dire, mais des choses qu'on nous a mais matraquées pendant des années en nous disant c'est la vérité, on apprend aujourd'hui que c'est faux. Ben, il y a un souci quelque part. Ça veut dire que pourquoi pas imaginer que le premier pas de l'homme sur la Lune est faux. Et à partir Puis, du pourquoi pas. dans le contexte ça va. dans lequel ils étaient, tout était permis, prétexte pour essayer de Bien sûr. gagner contre les Russes, quoi. Bien Donc, sûr. ouais. En plus de ça, on a toute Non, cette puis histoire. je trouve qu'il y a un côté fantastique là-dedans.
sais, qui donne envie d'y croire. Un côté fiction qui est très divertissante. Alors tu vois, moi, à mon sens, le côté fiction très divertissante, je le vois plus sur le fait qu'on y serait vraiment allé. Alors, ouais, Alors, on y est vraiment allé, il n'y a pas débat. ouais, Là-dessus, on c'est est d'accord. certitude, mais Je vois. suis de ce point de vue. La Terre est plate et tout, il n'y a pas de problème. Mais non, justement. Pas du tout. J'aurais jamais mon chèque de la NASA si je te laisse dire oui. Ouais. Par contre, Cyril est un reptilien. Ça, je te le jure. Ah oui, bon. Ça, c'est Ouais. probable. Ah, gros, il y en a deux d'ailleurs. Non, là où je veux en venir, c'est que oui, on a posé les pieds sur la Lune et plusieurs fois, c'est bon, c'est acquis, et c'est très intéressant. Il y a quand c'est raconté, quand c'est mis en scène, enfin quand c'est une histoire qui est incroyable. Le début et jusqu'au retour, Ouais. c'est fou. Enfin, regardez, comment il s'appelle, un film génial qui met en scène justement tout ça. C'est Alors, je suis très mauvais en culture. un truc des héros. Des héros. Ouais, c'est pas la tenue des héros, l'uniforme des héros, je sais plus. Mais c'est avec Ed Harris. Je pourrais pas t'aider. Tiens, j'ai oublié le nom. Moi, je le retrouverai. Mais c'est un super film justement qui montre l'entraînement des astronautes et tout. Enfin, c'est un truc de fou. Bref, c'est là où je veux en venir, c'est que il y a un côté très imaginaire là-dedans, de dire imagine. Ça n'a jamais été fait. Le gouvernement américain a tout fait pour manipuler la masse et dire c'est Stanley Kubrick qui a tourné ça. T'as Comédie Astier déjà a tourné ça dans le Wisconsin. Ouais, c'est ça, dans un hangar, Dans un hangar dans le Wisconsin. caché, ouais. Je trouve ça, moi aussi, je trouve ça très drôle au final. Bah, évidemment, j'y crois pas une seconde, mais je trouve ça fascinant d'en arriver jusque là. Et c'est ça le côté sensationnel qui est impressionnant chez les gens. Et je pense qu'il y a aussi cette persistance de cette théorie du complot qui reste parce que c'est sensationnel. Imaginez, Mais- on nous prend pour des cons depuis 1969. On est sur le même débat. Il y a des gens qui cherchent vraiment à sortir de leur quotidien. Mhm. Et du coup, ils veulent rêver. Et pour rêver, bah, voilà, des fois, ça passe par là. Donc ça passe par des micro-trucs. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un principe, il faudrait en parler avec un psychologue, mais Ouais. un principe psychologique qui vient du cerveau humain. C'est comme, je vais dire un truc qui potentiellement rien à voir et en même temps qui, à mon sens, a tout à voir. Dans une relation de couple, quand tu commences à avoir des doutes, c'est la merde parce que chaque geste que tu vas avoir va être, mais probablement, quelque chose que tu vas considérer comme de la tromperie alors que, en fait, elle a juste regardé son téléphone. Et C'est de la une- paranoïa, C'est une du coup. bêtise, tu vois, mais ouais, c'est une sorte de paranoïa ambiante, je pense, pour les complotistes. Mm. Parce qu'ils vont se dire, bah là, il y a tel truc, on dirait vraiment un défaut de vidéo, ça veut dire que ça a été tourné en studio. Et on est sur la Lune, hein. Des défauts en vidéo, c'est assez normal, hein. Pour le coup, c'est pas, on n'est pas dans une ville à côté, quoi. Il n'y avait pas le Wi-Fi à l'époque. C'est ça, et puis dans le Wisconsin, enfin, on sait très bien que voilà, niveau Wi-Fi, niveau signal radio, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Donc, non, mais si tu veux, on est sur un truc qui est très paranoïaque, oui, parce que à partir du moment où tu insères le doute dans l'esprit de chacun, aujourd'hui, c'est un doute qui est connu, tu vois, les gens savent qu'il y a un mythe autour de tout ça, et bah, ça commence à être la merde. Et en France, on a du coup après des documentaires qui sortent. Mm. Documentaires qui sont là pour expliquer que c'était tourné en studio. Mais qui sont faux en fait. C'est un prank de A à Z. Déjà, ça sort le 1er avril hein, sur une des chaînes. Alors, ça sort à une heure de grande écoute sur une grande chaîne française à l'époque. Ouais. Mais c'est assumé à la fin du documentaire que c'est une blague. Oui, les gens se sont mis à. Enfin, certaines Voilà, parties de la ça. population se sont mis à croire à 100%. Ah, mais ça. c'est encore quelque chose Alors que que tu peux c'est voir dans marqué des en gros arguments aujourd'hui. dessus. Eh oh, lol. C'est ça, exactement. C'est vraiment considéré comme une fiction. Et pourtant, il y a encore des gens aujourd'hui qui te le sortent comme argument. Mm. Et tu te bases sur. C'est comme si moi je te sortais une vidéo des Simpsons comme argument. Mais Oui, non. oui, après, il y a le principe du complotiste, c'est que tu peux lui mettre toutes les preuves sous le nez et Il y a différents il niveaux. arrivera à. Il y a différents niveaux. Oui, je généralise beaucoup. Mais il arrivera toujours à. Enfin, c'est impossible Ouais. de convaincre un complotiste. Il est convaincu de son. En fait, de ouais, mais son- c'est ce même process que de je son te disais argument, tout à l'heure. C'est que plus il est conforté dans son idée, parce qu'il y a des gens, il y a des groupes, il y a des machins, des trucs, plus il sera conforté dans le truc. Et moins il voudra échanger avec toi, et moins il sera à même de comprendre ou d'apprendre des choses. Et en fait, c'est pas grave. La meilleure solution pour convaincre un complotiste, c'est de lui dire écoute, moi je pense comme ça, je te le dis, Mhm. j'écoute ce que tu as à me dire aussi en échange, mais j'ai pas à te convaincre.
Ouais, c'est ça. C'est chacun pense Et ce qu'il veut ça après c'est ça. de l'éducation, c'est encore autre chose. Ça, c'est... Ouais, ouais. Non, mais c'est très important parce que Tiens, regarde. quand tu... Ah, la vache. Mais ça, c'est une pub, ça. Oui, c'est une pub pour du cassoulet. Ah, qu'est-ce que ça peut me faire rire ce truc. C'est une pub Mais je pour la du. connais pas. Elle est magnifique. En Ah fait, ouais il est. Donc, c'est une mission sur la Lune. Elle Ouais, est ouais. vachement bien faite. Hein. Les effets spéciaux sont vraiment cool. Je sais pas de quand date cette pub, mais ça fait un petit moment. Et C'est Kubrick qui l'a faite C'est Kubrick, sûrement. Ouais. Dans le Wisconsin, ok. Dans les années 90. Ouais. Donc l'astronaute est en mission sur la Lune et ils se font, enfin ils sont plusieurs, je crois qu'ils sont peut-être 2 ou 3. Ils se font défoncer par des créatures sur la Lune, tu vois. Et lui il arrive à se planquer, mais il est vraiment, ce qui est débile, parce que tu vois la combinaison qui fait comme ça. Et le monstre qui marche, bah tiens, il y a son pote qui est mort par terre là. Et, bah, sympa. Ouais. Et il marche. On peut pas la passer évidemment. Et il marche. Et au moment où le monstre commence à disparaître, lui, il lâche une caisse. Et du coup, le monstre se retourne. Et c'est une pub pour du cassoulet. D'accord, ok. Énorme, trop bien, trop bonne idée. Et la pub, elle est trop bien. Je vous ai coupé la parole, mais je trouvais ça drôle. Ouais. Ah mais complètement. Donc voilà, pour ceux qui sont dans le chat, qui nous regardent, n'hésitez pas à aller la voir. Vous tapez pub cassoulet Astronaute. spatial. Tu l'as trouvé comment, Cyril? Ouais, on m'entend pas. Ouais. Non, mais dis-moi comment tu l'as trouvé. T'as tapé quoi? Pub Lune. Pub Lune. Bon, bah là, pub Lune. Pub sur la Lune. T'étais sur YouTube? Des images. Oui, en fait, tu fais image, après tu trouves. Voilà, bah, pub Lune, vous allez trouver. Et elle va mourir de rire, cette vidéo. Ouais, On n'en fait plus des pubs comme ça. Mais non, mais on n'a plus le droit. Qu'est-ce que tu veux ? On n'a plus le droit de rien dire. Donc voilà, en fait, pourquoi est-ce qu'on en vient d'un événement aussi sérieux à devenir quelque chose d'aussi complotiste ? Bah, faut remonter dans le temps. Faut essayer de comprendre le contexte. En fait, c'est quelque chose qui est très important quand on fait des vidéos sur des sujets comme ceux-là. C'est qu'il faut remonter dans le contexte de l'époque. Quand tu parles de Roswell qui se passe en 47, bah, tu te remets en 47. Hein. Tout est comme ça. Tu retournes vraiment dans un contexte à l'époque pour savoir ce qui se passait dans le pays, etc. Pour comprendre les pensées, les mentalités et comment l'information a été traitée. C'est aussi ça qui est très important. Si tu te rends compte que tu as une non-neutralité de l'information quand elle est traitée, bah, faut aussi en prendre compte. C'est-à-dire que quand tu vois quelque chose est à charge ou à décharge, comme Bob Lazar. Bob Lazar, pour le coup, j'ai peut-être dessus un regard qui est considéré comme celui d'un complotiste. Parce que Alors, Bob Lazar? Bob Lazar, ah oui, pardon, c'est un homme qui va faire des révélations dans les années 90-2000. Alors, je sais plus quelle année exactement. Ah oui, j'ai regardé ça. Et en fait, cet homme-là raconte travailler dans la zone 51. Et du coup, c'est Oui, qu'il y ça y est. fait. Ouais. Et Je l'ai regardé celle-là aussi. et il a cette été pris vidéo-là. pour un pigeon pendant des années, quoi. Alors que, voilà, pour la première fois sur YouTube français, en tout cas, on a une vidéo à décharge. On a une vidéo où j'explique que ce gars-là a peut-être pas tort, en fait. D'accord. Et sans argument conspi, quoi. Vraiment en expliquant les choses telles qu'elles sont. Parce qu'à l'époque, tu as un traitement de l'information qui est complètement à charge contre lui. Et c'est aussi une des questions à se poser quand on traite un sujet. C'est de savoir, les infos que tu as, elles viennent forcément des médias de l'époque. Les médias de l'époque, est-ce qu'ils ont traité à charge, à décharge, est-ce qu'ils ont été neutres? Et c'est très très important, quoi. Ouais. Et c'est là que je pense que tu peux aussi vaincre le conspirationnisme, parce que quand tu traites toujours que à charge ou que à décharge, les gens s'en rendent compte. C'est aussi ce qui crée maintenant aujourd'hui une défiance des médias français, malheureusement, notamment à cause de la situation sanitaire. Il y a plein de gens qui disent voilà, vous êtes payés par des labos pharmaceutiques, etc. Bah, je pense qu'ils aimeraient bien, moi, les journalistes, hein, qui sont sur le terrain, être payés par des labos en plus de leur paye, etc. Mais non. Et on a un vrai doute sur cette neutralité-là, parce que bah, parfois, il y a des sujets qui ont été trop traités à charge ou à décharge. Ok. Et c'est triste. Mais c'est comme ça. Et donc, il faut faire attention à ça quand on traite des sujets. Mais si les journalistes commencent à être sponsorisés aussi par des grosses marques, forcément, le sujet est pas forcément traité correctement. C'est ça, mais ça peut être tout con. Hein. C'est peut-être aller voir une entreprise et avoir un pain au chocolat quand t'arrives qui est prêt, quoi. Forcément, le mec il va se dire ah, putain, c'est déjà mieux que celle de l'entreprise où j'ai été, il a fallu que j'attende une demi-heure dehors, sous la pluie, etc. Même pas un bonjour quand j'arrive. Bon, bah, le journaliste, son boulot à lui, c'est de faire abstraction de ça. Oui, mais s'il Mais vient du Sud et potentiellement- qu'il dit chocolatine, lui, il faut qu'il dise pain au chocolat sur le plateau. Ah, bah oui, bien sûr. Mais ça, je suis d'accord. Mais non, mais si tu veux, je pense que on a des biais humains qui font que parfois on a peut-être un peu plus de mal qu'autrement à faire de la neutralité de l'information. Et ça a certainement desservi à certaines histoires.
Ouais, Et après, je m'y connais pas assez pour te dire sur tel et tel point, il y a eu des merdes. Et puis surtout, je suis personne pour le faire, quoi. Je suis pas ouais, juge. bien sûr. Mais je pense que c'est quelque chose qui sert le conspirationnisme de des fois ne pas avoir de neutralité sur l'information. Même si en France, on est plutôt à l'abri avec ça, hein. Ouais, Donc on a déjà pas mal de chance. Mais aux États-Unis, c'est encore un autre monde. c'est un autre Et délire. beaucoup de théories conspi viennent de là-bas, quand même. Oui, pas mal, ouais. Bon, ils sont précurseurs dans la connerie, hein. Si je peux me C'est pas permettre. faux. C'est vrai qu'ils ont de l'avance quand même, hein. Oui. Ah ouais, oui, mais en oui, même temps, j'y c'est vrai connais. qu'aux États-Unis, c'est tellement. Enfin, tu prends l'affaire du Watergate. Ouais. Tu prends. Enfin, je sais pas moi, combien de présidents s'est fait assassiner, nous, en France? Zéro. Bah ouais, aucun. Ils en ont perdu combien, eux? Je sais pas, 3-4. Ouais, facile, hein. Ouais. Dans les récents, quoi. C'est quand même incroyable. Donc, tu m'étonnes qu'ils sont plus précurseurs à croire à la théorie du complot, parce que tout est complot chez eux, quoi. En fait, ouais, et puis ils ont, Et surtout ceux qui ont le pouvoir. ils ont des agences gouvernementales aussi très distinctes, quoi. On a la CIA, on a le Pentagone, on a le soi-disant NSA. club secret, on a la NSA, on a le soi-disant club FBI, secret de ça. la Maison Blanche, voilà, en plus t'as la FBI derrière, et après t'as la Maison Blanche. Mais waouh, ça fait beaucoup, quoi. Chez nous en France, on n'a pas autant d'instances. Alors on a toujours des théories. Peu sur pas la même les- taille non plus, mais C'est ça. il y a moins de territoire à couvrir. on a toujours. Ouais, enfin, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Nous, on n'a pas autant de trucs, quoi. Et du coup, on est aussi plus rassurés. Donc bon, voilà. Mais tout est très différent dans le traitement de l'information américaine. Les présidents vont faire des shows télé. Voilà, c'est des showrunners là-bas. Puis les Américains adorent le sensationnel aussi. Bien sûr. Il faut de quoi les faire rêver. Et puis, encore une fois, tu as une pluralité du coup de la population et aussi des classes sociales qui va venir engendrer beaucoup de choses aussi derrière. Donc, tout est très différent. Ce qui est important dans mon travail, moi, ici, en Europe, en France, plus précisément quand même, c'est d'essayer de traiter le sujet de la manière la plus neutre possible. Mais comment est-ce qu'on a des divergences d'opinion et du conspirationnisme? Ça vient notamment de là, même sur des sujets très sérieux. Voilà. Après, il y a toujours des gens, tu sais, ils sont un peu comme, je crois que c'est Saint-Nicolas, tant qu'ils n'ont pas vu, ils savent pas, quoi. C'est un peu la phrase qu'on dit, si j'ai Saint pas Thomas. vu, j'y crois pas. Saint Thomas, voilà. Et ben ouais, dans ces cas-là, je peux pas te dire, moi j'étais pas avec eux dans la fusée, hein. C'est vrai, si on veut réfléchir comme ça, j'étais pas avec eux, je peux pas te le promettre, mais moi ce que je vois, c'est les échantillons, c'est tout ça, là d'accord, quoi. On les a pas tirés d'une On les a d'une drogués, pendule. on les a hypnotisés, et puis après, Non, mais c'est ça, on enfin. leur a fait croire qu'ils sont revenus sur Terre. Et puis après, t'as aussi autre chose, c'est que t'as certains astronautes qui sont pas du tout crédibles. Il y en a, comment il s'appelle? En plus, j'en parle dans la prochaine vidéo. Il y a un astronaute en tout cas qui est très très connu pour, voilà, qui lui explique qu'il y a des aliens sur la face cachée de la Lune, quoi. Il te dit ça avec le plus grand des Alors aplomb. que la Lune n'a pas de face cachée. Si, elle a une véritable face cachée au Soleil et à la Terre. Hein. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire que tu vois tout le temps la même face en fait de la Lune. Tu remarqueras que si tu veux t'amuser à la regarder un petit peu avec un télescope, tu verras tout le temps les mêmes cratères au même endroit. Ouais, Elle mais ne en tourne France. Ah non, pas partout. Est-ce que aux États-Unis, par exemple, ils ont l'autre côté de la Lune, mais toujours la Pas même? du tout. Non, jamais. En fait, ta Lune, elle va être, enfin, Non, elle pas va la avoir- mienne. Non, pas la tienne. Mais la mienne, mais la Lune, de manière Est-ce qu'on peut générale. avoir une photo de ma Lune, s'il te plaît, Aurélie, On a ça. pour expliquer aux gens? En fait, elle tourne sur un axe de rotation. qui est tout le Edgar temps le même. Mitchell, l'astronaute. Edgar Mitchell, exactement. C'est Steven. Ouais, c'est Steven qui Ouais. l'a sorti. C'est parce que j'en ai parlé il y a pas longtemps. En fait, elle a le même axe, enfin, elle a un axe de rotation qui est par rapport à la Terre, qui fait qu'elle nous montre tout le temps la même face. Ouais. Et c'est ce qui fait que du coup, il y a cette fameuse face cachée, D'accord. celle on voit jamais. Et c'est pour ça Parce qu'il y que a la beaucoup de Lune, elle mythes. tourne. Elle sur tourne, elle-même. oui, mais elle a un axe de, oui, une rapidité de rotation qui est en fait vraiment synchronisée et qui fait que du coup, avec la Terre, on s'en rend pas compte du tout. Et nous, on la voit vraiment pas tourner. Mais elle Ok. bouge pas d'un pet, hein. Fais l'expérience, tu verras. Ouais, faut Ta que photo de la faut- Lune, même sur Google, tu verras tout le temps les mêmes. Il faut que je fouine. Voilà. Alors en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que la face cachée, on peut remarquer qu'elle a beaucoup plus de cratères parce qu'elle est beaucoup plus exposée du coup à tout À ce qui est l'extérieur. météorite, etc. Exactement. D'accord. Elle fait vraiment office de bouclier. Sans la Lune, ce serait la merde. Ici, Oui, hein, ce serait la sur Terre. merde, ouais, bien sûr. Et donc ça, Déjà, c'est intéressant. avec au niveau des marais, déjà. Ah mais exactement. Mm. Et voilà, donc on peut voir pas mal de lacs, etc., de cratères. Et sur cette face cachée, il y a beaucoup de légendes. Donc quoi, voilà, il y aurait des aliens, etc., etc. Oui. C'est un certain Adolphe aussi qui aurait eu lieu de domicile depuis les années 40. Bah, il doit être sympa là-haut là. Ah ouais, bah il est bien. Peut-être sympa. Ouais. Ouais, un peu En tout cas, d'ombre. il est mieux là-haut, je t'avoue. Hein. Ouais, il peut y rester. Hein. Voilà, exactement. Au contraire même. Je préférerais. Mais donc si tu veux,
on est sur vraiment une pensée qui, en fonction de plein de choses, peut devenir conspirationniste. Aujourd'hui, le biais entre quelqu'un qui est dans la bien-pensance, j'aime pas ce terme-là, mais qui est dans la vérité du conspirationnisme, elle est vraiment très légère. Tout le monde est conspirationniste à son échelle. Il y a tous des choses dont on est persuadé, et en fait, il va nous falloir quelqu'un un jour qui va nous dire non, mais regarde, tu vois là, c'est faux ce que tu penses. Ah ouais, mais pas sur les trucs importants. Oui, Sur les trucs qui peuvent paraître tout bêtes. Ouais. Et pour autant, on est tous conspirationnistes à notre échelle. Iron Sky. C'est quoi? Tu connais pas ce film Iron Sky? Non, ça me dit rien. C'est ça en fait. Iron Sky, ce sont les nazis qui ont, qui à la suite de la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont partis Sur la Lune. se cacher sur la Lune et ont en secret reconstruit les forces nazies et réattaquent la Terre. Et la base est en forme de croix gammée. Enfin bref, D'accord, c'est un gros c'est un nanar en fait qui a marché. Ok. Ils ont même fait un deuxième. Et Ah oui. Ouais, non, c'est complètement barré. Non, mais t'as Sarah Palin qui est sur le dos d'un tyrannosaure et tout. Enfin, ça part en sucette, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, C'est avec des potes et quelques bières, c'est juste trop bien. mais c'est un nanar, quoi. C'est un gros nanar, ouais, c'est un gros nanar. Mais tu sens qu'ils ont pété un câble, ils se sont amusés, quoi. Ouais, ils se sont fait un kiff. Ouais. Ce film, la bande-annonce, c'était genre le feu, j'étais trop hype. J'achète le DVD, le truc le plus pourri du monde. Ouais, non, mais ouais, ils avaient vraiment bien vendu le truc. Et il faut pas regarder ça tout seul. Tout seul, on s'emmerde. Avec des potes, c'est trop drôle. Ah, Bref. Donc voilà, en tout cas, pour répondre à ta question. Ouais. Je t'en remercie. On va peut-être essayer de se plonger justement un petit peu plus sur le travail que tu as pu faire déjà depuis 7 ans, sans évidemment tomber dans le j'arrive pas à le dire. Conspirationnisme, merci. Mais c'est quand même une question qui moi-même m'intéresse énormément. C'est un sujet qu'on avait traité dans Le Bocal, donc une émission qu'on a fait ici, c'est l'existence des extraterrestres. Vu qu'on a un petit peu de temps, donc je me lance là-dedans. Je pense pas qu'on va parler pendant des heures et des heures. T'as un tableau blanc? Je peux dessiner ou pas? Tableau blanc, non, on va pas avoir. Non, mais pas de souci. Mais là où je voulais en venir, c'est que on a parlé vite fait de Roswell tout à l'heure. Ouais. Je cherche pas à trouver la solution aujourd'hui, hein, d'accord. Mais quel est l'intérêt pour... Qu'est-ce que t'as encore trouvé comme bêtise? Je t'entends rigoler derrière et j'aime pas ça. Non. La dernière fois qu'on en a parlé donc, sur ce plateau-là, avec les autres collègues, c'est que l'univers est tellement rempli de possibilités. Pourquoi on serait les seuls à gigoter sur une boule bleue? Donc l'existence d'extraterrestres dans l'univers, ouais, il y a de très grandes chances que ce soit possible. Même à l'état de bactéries ou peut-être des trucs géants, enfin qui ne ressemblent pas du tout d'ailleurs. Donc c'est totalement possible. Ça te fait rire ça, hein? Référence au film Paul pour ceux qui n'auraient pas reconnu l'image. Mais est-ce que comment ils auraient pu arriver jusqu'à nous si on avait pu avoir la visite d'extraterrestres? On va pas forcément faire référence à Roswell, mais le contact entre terriens et extraterrestres, je parle de ce genre extraterrestre, hein, pas le côté bactérie, pas l'être vivant microscopique, celui qui a fait un voyage spatial, voyage interstellaire. Ouais. Et voilà, c'est ça, celui qu'on peut imaginer, qu'on a pu voir dans les films, qu'on a pu voir un peu partout, celui qui fait sensation justement. Le fait ceux qu'on aurait pu avoir à Roswell, est-ce que c'est réellement possible? Je te pose une tuile, hein, je sais, mais tu regardes ouais. Ah, c'était un visuel pour une conférence, ça. C'était sympa, on avait fait une scène qui était cool. Chouette le visuel, bien joué. Merci. Je sais que c'est une grosse question. Ouais. Je veux pas en trouver la solution, je veux juste... Alors, peut-être que tu peux m'apprendre quelque chose là-dessus. En fait, la question, elle n'est pas vraiment si c'est possible ou pas. Bien sûr que c'est possible. Ouais. Toute espèce qui se soit suffisamment développée pourrait le faire. Nous, aujourd'hui, on saurait le faire théoriquement, voyager sur d'autres planètes, d'autres systèmes solaires, etc. Le problème, c'est pas la théorie, c'est la pratique. C'est qu'on ne sait pas comment développer l'énergie nécessaire à ce genre de moteur, etc. Alors, on avance petit à petit. On est encore très loin de le faire. On galère déjà à aller sur Mars. Donc, théoriquement,
on sait plus ou moins comment ça devrait fonctionner. Alors qu'on est déjà à un niveau assez primitif de l'évolution. Faut pas l'oublier. On a quand même fait des grandes découvertes ces dernières années, mais on a un niveau intellectuel qui ressemble quand même vachement, par exemple, à celui des Égyptiens. On n'a pas révolutionné le monde de la pensée depuis. On a fait des évolutions, on a nommé des choses différemment et on a avancé technologiquement, notamment avec tout ce qui va être numérique. Mais il y a encore plein de pensées qui sont tirées de ce genre d'époque. Donc on est encore assez primitif. Une espèce de vie intelligence pourrait avoir un développement différent de la nôtre. Quand je dis espèce de vie intelligente, ça va être du coup potentiellement ce qu'on imagine comme dans le film Paul, etc. Et pourrait du coup avoir un développement différent avec des technologies différentes en fonction des matériaux qui sont disponibles au niveau du chez elles. Et potentiellement, eux, ils ont eu la clé à un développement plus rapide que le nôtre et du coup à une énergie plus importante que la nôtre. Et du coup, potentiellement, peuvent voyager. Donc, c'est pas impossible qu'ils puissent venir nous voir. On sait que s'ils le veulent, en tout cas au niveau de l'intelligence et de la pensée, ils peuvent le faire. Et des moyens technologiques aussi. C'est existant en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut créer. Nous, on ne sait pas le faire encore, parce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut, mais si tu veux, c'est un peu comme un Lego. C'est un peu comme si on n'avait pas les pièces de Lego, mais qu'on avait la notice. Bon. D'accord. Tu vois, c'est un peu ça, Okay. C'est un peu comme ça qu'il faut se l'imaginer. Alors c'est grossier, c'est de la vulgarisation. Là, si Étienne Klein regarde ça, il va vouloir m'insulter. Ouais. Mais globalement, c'est à peu près ça. Donc, oui, il pourrait le faire. Maintenant, la vraie question de se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il le ferait ? Ouais. Parce que comme tu dis, on est primitif. Ah mais oui, on est, pour le moment, on est sans aucun intérêt. On est vraiment, on est insipide aux yeux de l'espace pour le moment. On n'est rien. Et c'est dur pour un être humain qui fait sa vie quotidienne, qui court après le temps quotidiennement pour essayer d'avoir un minimum de salaire, parce que son seul plaisir, c'est de partir en vacances, ou de faire des restos, ou d'aller boire des bières avec ses potes, etc., de se dire, en fait, je suis rien. Bah ouais, c'est dur. Parce que si on se dit ça tous les jours en se levant, on se lève plus, en fait. Ça sert à rien. Et la réalité de la vie, elle est là. Donc elle est de se dire, on est quelque chose dans notre petite vie quotidienne, en même temps, vis-à-vis de là-haut, on n'est rien. Et tout le débat se passe là. C'est qu'en fait, quand on va réfléchir aux aliens, on pense un peu trop en tant qu'humain, plutôt qu'en termes de planète. Il faut qu'on pense plus grand quand on pense aliens. Et quand on pense aliens, c'est triste à dire, mais ouais, on n'est rien. Et du coup, il n'y a aucun intérêt qu'ils viennent nous voir. Pour eux, c'est un peu comme si on serait, je sais pas... Aller visiter les fourmis, quoi. Ouais, non, mais sans parler de taille, on pourrait être... c'est juste qu'on serait des animaux dans un zoo, quoi. On est là, enfermés chez nous. Oui, c'est vrai. C'est juste ça, quoi. Ils nous regarderaient en train de faire nos vies, mais c'est comme si nous-mêmes, on était une émission de télé-réalité, tu vois. Ils doivent bien se marrer. Ils doivent bien se marrer, ouais. Mais c'est l'image que j'aime bien dans les Simpsons, tu sais, c'est avec les deux aliens dans la soucoupe volante qui, des fois, regardent en fait les humains faire de la merde et qui réagissent en fin d'épisode. Bah ouais, j'aime bien cette image-là parce que c'est pas complètement con. C'est ce qu'on appelle la théorie des lurkers, en fait. Cette théorie-là expliquerait qu'on serait surveillé depuis des avant-postes qui seraient avec une technologie avancée et donc potentiellement cachée, ou alors plus loin dans le système solaire. Et en fait, on nous surveillerait de loin. Comme on peut avoir dans Star Trek, avec cette idée de les espèces les plus primitives, on cache absolument notre existence, et même quand on est en contact avec elles, on se cache le plus possible, de manière à ne pas leur révéler l'existence d'une vie plus intelligente pour les laisser se développer tranquille toutes seules dans leur coin. Ouais. Et donc ce coin-là de l'univers, il est interdit. Comme on peut retrouver du coup avec la nouvelle série Star Trek, Star Trek Discovery. C'est super intéressant, tu vois, de découvrir ça et de se dire, voilà, il y a des mecs qui y ont déjà pensé, qui ont déjà créé ça. C'est pas bête comme pensée, de se dire que oui, peut-être qu'il existe plus intelligent. Maintenant, ils viennent peut-être pas nous voir parce qu'on est trop cons pour le moment, pour parler crûment, et du coup, on leur apporte rien. Oui, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, tu veux parler avec un babouin demain. Alors, tu as des scientifiques qui sont passionnés et qui adorent les babouins, qui vont dire, ouais, moi j'apprends plein de choses à leur contact. Mais la grande majorité va rien comprendre. Le babouin va pas t'envoyer une bombe nucléaire à la gueule, quoi. Oui, alors, par contre, oui, c'est clair. Mais c'est vrai que le côté danger n'existe pas. Mais par contre, le côté compréhension et le côté apport est très important. C'est-à-dire que déjà, on va pas parler la même langue et on va rien s'apporter. C'est-à-dire que si eux viennent nous voir, on va attendre que eux nous apportent un truc. Alors que pourtant, eux, s'ils se sont tapés autant d'années, c'est pour quelque chose. Voilà, c'est ça exactement. Ils viennent pas dans le vide. Ils viennent pas par pur esprit de bonté. Ou alors c'est qu'on réfléchit complètement différemment. Ce qui est très certainement le cas d'ailleurs. On va pas se mentir. Ou alors la vie ressemble tout le temps à quelque chose de très humain. Ouais. Alors ça se trouve, la vie c'est comme justement une notice de Lego, et en fait il faut ces critères-là pour que ça existe, et ça ressemblera forcément à ça. Voilà, c'est tout. Ça se trouve, tu as des éléphants sur une planète qui ont juste 2 trompes, mais globalement ça reste un éléphant, tu vois. Ah, c'est possible. Ça se trouve, la vie a un schéma assez typique qui est à suivre.
ça paraît peu plausible. Tu vois, c'est moins plausible que d'imaginer des aliens complètement différents de nous. Hein, ça, c'est clair. On est à un pourcentage de chance qui est très proche du nul. Mais ça se trouve, c'est le cas. Euh, Donc, honnêtement, l'intérêt, bien sûr qu'ils peuvent venir s'ils le veulent, ouais. s'ils ont l'intelligence nécessaire. Par contre, la question de pourquoi et comment est-ce qu'ils viendraient nous voir, enfin, pourquoi est-ce qu'ils viendraient nous rendre visite, ça, c'est une question qui est très importante à se poser. Et honnêtement, je ne comprendrais pas la réponse à cette question. Mm. Je sais pas pourquoi on dirait, bah ouais, il faut absolument qu'ils viennent nous voir. Je vois pas ce qu'on aurait à leur apporter. Bon, alors, la seule richesse, honnêtement, elle n'est pas pour nous, hein, elle est pour notre planète. Hein. Oui. Donc, Ouais. Je sais plus ce que je voulais dire. déjà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, complètement. En fait, c'est surtout l'aspect, l'intérêt que les aliens viennent sur Terre. Ouais. Je suis comme toi, je vois pas trop qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter. Bah, Ça. il y a des Non, films qui c'est traitent surtout d'un truc très important, mais... le voyage interstellaire, Ouais. de planète en planète, de galaxie en galaxie, tout ça. Ouais. Alors nous, on a mis des chiffres là-dessus, qui sont des chiffres à nos échelles, parce qu'on sait combien représente 1 mètre, et quand on utilise le même système métrique pour parler de la galaxie voisine, ça fait flipper. Ouais. Donc forcément, plus les chiffres sont grands, plus ça paraît impossible. C'est Ouais. comme ça qu'est fait l'esprit humain, quoi. Mais après, avec une technologie, avec des matières, avec une ressource, une énergie, ça y est, j'ai retrouvé ma question. Tout est possible. Est-ce que le tableau périodique qu'on a, par Ouais. rapport à l'échelle de l'univers, est complet? Je sais pas te répondre. Ouais, c'est Ah, pas ça. possible de savoir ça. Non, c'est que je m'y connais pas assez sur cet élément précis. Ouais. Moi, je suis vraiment plus fixé sur les grandeurs de l'univers que sur l'infiniment petit. Et donc sur tout ce qui va être effectivement atomes, etc. Donc tout ça, je t'avoue que je m'y connais pas suffisamment pour te dire. D'accord. De mémoire, le tableau de Mendeleïev, donc c'est le tableau périodique, si je dis pas trop de bêtises. Je crois que c'est ça. Ouais. On va se il- renseigner en régie. Mais... Il a une classification qui est terminée, et en fait, ce à quoi peut parfois s'ajouter des éléments. Et c'est notamment là-dessus que Bob Lazar avait été, enfin, est toujours d'ailleurs sous contrôle policier, entre guillemets. Judiciaire, ouais. Sous surveillance, non, pas Sous- contrôle judiciaire, mais il est sous surveillance policière parce qu'il aurait potentiellement un élément qui pourrait révolutionner un petit peu tout ça. Donc, D'accord. Le après- tableau périodique des éléments, c'est ça. ouais. Après, je suis pas physicien, donc je sais pas te dire. C'est vraiment quelque chose que j'ai occulté, moi, dans mes recherches. Mendeleïev, c'est ça? Ouais, tableau de Mendeleïev. Parce que bah, je me suis concentré sur d'autres points et que je peux pas. Enfin voilà, j'ai pas fait de doctorat en astrophysique, Oui, donc je peux pas me concentrer sur tous les points. Donc ça, je sais pas te répondre. T'as l'air quand même de bien connaître ton sujet, donc en fait, je te balance des questions que je me pose moi-même. Ouais, mais je comprends bien. Mais ça là-dessus, malheureusement, tu sais, je pourrais faire le mec et te dire ouais, non, non, machin. complètement, ouais. Mais non, si je sais pas, je préfère te dire que je sais pas. Non, c'est parce que si je me suis posé cette question-là, c'est parce que le tableau périodique des éléments, donc qui trie à peu près tout ce qui est éléments sur Terre, donc n'importe quel caillou, on peut le diviser dans chaque case du tableau. Que les recherches qui ont été faites, même aujourd'hui, par rapport à tout ce qui est solide Mm. dans notre système solaire, se rapprochent tout le temps du tableau périodique et complètent le tableau périodique. Les recherches que mènent, les chercheurs sont capables de donner on va dire en théorie, parce qu'ils n'y sont pas allés, mais la conception du Soleil. Ils sont capables de savoir ce qu'il y a à l'intérieur du Soleil, alors qu'on n'ira jamais, pas possible. Donc, avec des calculs et beaucoup de recherches et beaucoup de temps, ils arrivent à voir des astéroïdes de... Attends, faut pas que je confonde. La météorite, c'est quand tu touches le sol? Alors ça, je sais pas te dire. Oui, enfin oui, si. Je crois que c'est ça. Météorite, c'est quand ça vient s'écraser sur ta tronche. Ouais. C'est ça. Généralement, Donc des astéroïdes qui font partie de la ceinture. d'Orion, Ouais, etc. par exemple, ce genre de choses. La ceinture d'astéroïdes, tout ça. Et je dis, ouais, c'est un astéroïde, il est composé de fer, de zinc et tout ça. On va jamais y aller à cet astéroïde-là. Et pourtant, ils savent déjà ce qu'il y a dessus. Et tu sais pourquoi? Non. En fait, c'est parce que c'est grâce à nos observations. Oui, C'est-à-dire que oui, l'observation je me doute physique- bien qu'il l'a observé. Non, mais en fait, si tu veux, c'est que l'observation physique, elle montre par exemple des traînées derrière des astéroïdes. Ouais. Et ces traînées-là, en fonction de comment elles se comportent, on sait si c'est du gaz, on sait si c'est des poussières, on sait si plein de choses. Et en fonction de ça, du coup, on peut venir à des conclusions comme celle-ci. En plus, pardon pour le bruit, en plus du coup de sa trajectoire.
Ouais. et de sa vitesse. Ça va aussi beaucoup jouer. En fonction de sa trajectoire et sa vitesse, on peut commencer à venir dire aussi, ça vient à peu près de cet endroit-là, quoi. Puis le à peu près, petit à petit, il se transforme en certitude. Oui, c'est toujours du à peu près. Et si tu sais d'où il vient, tu sais de quoi il est composé aussi. Ouais. Donc, je me disais, j'ai l'impression que plus les chercheurs passent de temps, les yeux vers là-haut, à analyser tout ce qui traîne, du Soleil jusqu'à Pluton et même au-delà, j'ai l'impression qu'ils arrivent tous à dire c'est la composition de ça, c'est dans le tableau, c'est écrit dans le tableau. Donc, il est fait pour ça, hein, ce tableau. Oui, il est fait pour ça, mais j'ai l'impression que à l'échelle du système solaire, notre tableau périodique rassemble, enfin le nôtre du coup, rassemble pas mal de composants qui font notre système solaire. Et je me suis dit, ce qui serait possible qu'il y en ait encore d'autres, en sachant que, d'après la théorie du Big Bang, on part tous de ça, quoi. Et encore, je suis un peu gros. Ouais, on viendrait d'une singularité, mais je sais vraiment pas répondre à cette c'est pour ça. Non, mais c'est une question qui reste. On n'est pas là forcément pour trouver les réponses. On est surtout là pour se poser des questions. Moi, je pense que oui. Je pense que ce tableau-là régit quand même pas mal des choses. Maintenant, de là, à imaginer qu'on puisse pas ajouter un ou deux éléments, ça, je sais pas dire. Peut-être que Steven saurait plus répondre à ces questions que moi pour le coup. Mais non, là-dessus, moi, je saurais pas te répondre. Et comme dans l'univers, tout est possible. Dans l'univers, beaucoup de choses sont possibles, Beaucoup pas de choses tout, sont possibles, mais beaucoup de choses. En tout cas, il y a des choses qu'on n'a pas encore comprises. Ouais. Ça, c'est sûr. Et c'est ce pourquoi le nouveau télescope qui est en orbite, là, le JWST, le James Webb Space Telescope, va nous être très très utile dans les mois à venir et dans les années à venir en termes de recherche, etc. Donc, non, on a encore des choses à découvrir pour essayer de mieux comprendre d'où on vient. Oui. Ça paraît important, ça, de savoir. Tout le monde a toujours plus ou moins envie de savoir d'où il vient. Donc les réponses pourraient être sur, pour commencer dans notre système solaire. Ah mais oui, en fait, système solaire non. On pourrait pas avoir ces réponses en restant sur Terre, par exemple. Si, grâce justement à nos télescopes. En fait, par exemple, le James Webb Space Telescope, lui, son but, c'est de venir analyser une gamme d'ultraviolets qui est quand même très particulière. Donc en fait, de lumière quand même qui est très particulière, qui va aller dans des teintes que nous on verra jamais à l'œil nu, quoi. Ouais. Et c'est surtout le télescope le plus performant à ce niveau-là. Et lui va remonter dans ses observations à un âge tellement primitif de l'univers qu'on va revenir en delà du Big Bang. C'est pour ça que c'est important pour nous. C'est-à-dire qu'on va enfin dépasser ces périodes-là et savoir ce qui a pu se passer. Donc c'est très 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 important pour essayer d'imaginer déjà si l'univers en fait c'est juste quelque chose qui grandit, rétrécit, se reforme et regrandit, etc. comme ça, mais de façon infinie, comme une bouche qui s'ouvre et qui se ferme, ou du coup ce qui voudrait dire fin de l'univers puis re-Big Bang, etc. en boucle, donc le Big Bounce. Ou est-ce que c'est simplement que l'univers est voué à grandir toute sa vie et à continuer de vivre? Ou alors est-ce que c'est voué à une augmentation de l'entropie, du coup à une mort certaine? Il y a plein de choses comme ça qu'on se questionne et qui vont, en tout cas dont ce télescope-là va nous apporter des éléments de réponse. Donc pas forcément besoin de partir de la Terre pour savoir d'où on vient. Ce qui est important, c'est juste d'avoir des éléments de recherche, enfin des outils de recherche suffisamment puissants à côté de nous. Il y aurait possiblement 172 éléments en tout. Et on serait à 118, nous. Voilà. Donc, il y a une marge de possibilité à découvrir. Ouais. Il y a... pour revenir à ce que tu disais, qui est vachement intéressant, on se renseigne pour savoir d'où on vient. Ça ne changera rien de savoir ça, au final. Ça changera. Je fais un peu mon chien, c'est la question. Alors tu as raison, c'est vrai que dans le quotidien de chacun, ça change pas grand-chose. Je suis d'accord avec toi. Ce serait le même merdier sur Terre. De toute façon, ce sera le même merdier, quoi qu'il arrive, qu'on aille sur Mars ou pas, dans tous les cas. C'est juste que c'est un domaine qui touche un peu tout le monde parce que c'est beau et c'est là-haut. Et que du coup, l'espace, il est accessible pour tous. On peut tous le voir le soir. En venant ce matin, je regardais le ciel, il y avait des étoiles, quoi. Tu vois, c'est accessible à tout le monde, l'espace. Donc ça peut parler à tout le monde. Par contre, effectivement, ça changera le quotidien de personne. Sauf des chercheurs qui travaillent dessus. Mais c'est un domaine de recherche qui est peut-être plus mis en avant que la botanique, tu vois, par exemple, ou l'océanographie, qui sont aussi des domaines de recherche dans lesquels il y a des avancées, dans lesquels il y a des choses très importantes qui se découvrent. Mais ça touche encore moins au quotidien des gens. Donc si tu veux, après, la question est de se poser si l'espace est vraiment quelque chose de très important ou pas pour les gens. Ça, c'est autre chose. Maintenant, effectivement, savoir d'où on vient, est-ce que c'est important pour la suite? Pas forcément. Mais ça peut peut-être nous amener des éléments de réponse sur d'autres questions. Et ça peut nous surprendre, par exemple, sur la vie dans l'univers ou ce genre de choses. Donc c'est quand même important, je trouve, dans la recherche scientifique en tout cas.
Maintenant, de là à dire que c'est primordial, non. Mm. Et si maintenant on me dit oui, on met trop d'argent dans l'espace, etc., c'est n'importe quoi, tout ça pour des recherches qui ne nous avancent pas, c'est le monde de la science. Il y a plein de recherches qui paraissent débiles, sinon. Mais en fait, on ne demande pas à ce que ce soit utile à tout le monde, on demande juste de mieux comprendre. Mm. On demande à faire grandir l'humanité tout entière, quel que soit le domaine de compétences. Donc voilà. Il y a du boulot. Il y a du boulot, ouais. Il y a du boulot. Déjà, si on pouvait arrêter de dire que le Big Bang est une explosion, ce serait pas mal. Ouais. Alors c'est quoi du coup? Le Big Bang, Ouais. c'est une inflation. C'est-à-dire qu'en fait, alors on joue sur les mots, mais une inflation, c'est un mot que j'aime pas du tout. Je veux pas le remplacer parce que c'est un mot qui est important Ça de c'est quand comprendre. le paquet de cookies il est plus cher que l'année dernière, non? Et bah, en fait, ouais, ben en fait, enfin, exactement. C'est-à-dire que ton inflation, c'est une augmentation. C'est une augmentation de quelque chose. Mm. Mais une augmentation qui est pas du tout exponentielle et qui est pas du tout. C'est pas, par exemple, tu passes d'un état 1 à un état 2. Si tu as passé d'un état 1 à un état 100 en l'espace d'une seconde. Mm. Donc c'est, enfin voilà. Ça s'appelle une Porsche. Ça s'appelle une Porsche, ouais. Alors, ouais, ou la TVA, c'est toi qui Ouais. vois. Mais et en fait, si tu veux, c'est vraiment ce truc-là, c'est qu'on est dans un état primitif, donc ce qu'on appelle du coup une soupe primordiale, donc avec plein de choses à l'intérieur, et qui va venir s'agrandir d'une manière ou d'une autre à un instant précis, à un instant T, et qui va venir s'agrandir énormément sans qu'on puisse le prévoir. Mais vraiment, on passe de, si je te donne vraiment une échelle, on passe peut-être de 1 cm à peut-être 1000 mètres. Ah, on est sur des échelles comme ça, en l'espace d'un temps très court. Très court, très fin, Et- très fin. C'est ça, et en fait, du coup, cette soupe primordiale à ce moment-là, voilà. Donc là, on a du coup ce qu'on appelle le FDC, donc qui va être. On dirait une capote. Et on dirait, ouais, c'est vrai qu'il y a il y a un esprit un peu comme ça. Je prends mon micro. Tu sais quoi, regarde, Ah, tu je peux fais de pas- la je peux pas science, le prendre de je reste vulgaire, ok? C'est ça. Mais en gros, là, on a l'histoire de l'univers. Ok. Et ce qui est important, c'est que notre état zéro ici, on ne sait pas combien de temps il a duré. C'est-à-dire que c'est pas vraiment l'an zéro, quoi. C'est-à-dire que ça se trouve, l'an zéro, il a duré 1000 ans. Ouais. Comme 10 000 ans. On ne sait pas. Ou moins. Et au moins. Et en fait, le FDC va nous permettre de comprendre un peu mieux ça. Bon, et après, du coup, tu as cette période d'inflation. Hein, on voit bien cet agrandissement, mais fulgurant. Hein, on voit Ouais, bien que cet boum. agrandissement-là, enfin, on n'en est pas très loin. Hein. Bon, et après, du coup, il se passe plein de choses au niveau des atomes, etc. Après, il y a fusion nucléaire, fission nucléaire, fin de la fusion nucléaire. Donc là, on va avoir tout ce qui est formation du Soleil, etc. Fond diffus cosmologique, du coup, c'est là où on va avoir la première photo de l'univers, entre guillemets. C'est là où on a la première, enfin la plus ancienne en tout cas, fluctuation d'ondes de l'univers. Ce qui me permet de savoir que du coup, bah, à cet âge-là, l'univers était d'une certaine manière. Donc on a une fresque aussi avec le FDC, donc, D'accord. et justement, notre nouveau télescope va nous permettre de pouvoir savoir un petit peu ce qui se passe avant. Ce qui se Avec passe plus de avant ça, certitude. C'est ça, avant le très jaune. Tout ça. Là. Ça, Donc c'est là, tout on est ça, au début. Hein. Ça reste de la théorie. C'est de la théorie déjà quand même qui est bien certaine. C'est juste qu'on n'a ouais, pas. bien calculé, bien, Voilà, bien c'est donné. juste qu'on n'a pas de photos, on n'a pas tout ça. Donc on pourrait en apprendre beaucoup sur ces périodes-là grâce à tout ça. Mais tu vois, on est à 3 minutes ici, hein, fin de la fusion nucléaire. Hein. Tout ça, ça s'est passé en l'espace de 3 minutes. Là, on est à 3800 ans. Enfin, 380 000 ans. Quand même pas mal. Donc ça, c'est une inflation. C'est une augmentation énorme. Mais c'est très loin d'être une explosion. Pourquoi ? Parce que t'as pas de jet de matière et t'as pas de lumière à cette époque-là encore. Ouais, y a rien. Mais non. Normalement, il y a la fin de la sonde quelque part. Alors, on l'a pas sur ce diagramme-là. Si tu vois, on est là. Donc, en fait, fin de la fusion nucléaire, on va avoir la fin de la sonde. Donc la première lumière, ça apparaît à... Ça me paraît bizarre, elle apparaît pas à 3 minutes. Hein. Bon, en tout cas, elle apparaît par là, par là. normalement. Ouais, Entre Roubaix et le Gers. Là. c'est ça. Pas loin de la Picardie, là, ouais. Ouais, pas loin de la Picardie. Mais non, mais en tout cas, voilà ce qui se passe dans l'âge de l'univers, dans l'histoire de la cosmologie. C'est justement là on va commencer à avancer. Et puis bon, voilà, après on aura tout ce qu'on connaît aujourd'hui avec des étoiles, Ok. des galaxies, etc. Et- qui sont formées. On sait, il y aura moyen d'aller fouiner avant Alors, le Big Bang. Ça, c'est ce qu'on appelle du coup de la physique quantique. Donc, c'est des physiciens théoriciens qui travaillent dessus, hein, Ouais. qui vont s'occuper d'imaginer l'infiniment petit. Donc, il y a plein de théories. Et justement, encore une fois, ce fameux JWST va nous permettre de pouvoir potentiellement commencer à accéder aux recherches sur ce qu'il y aurait pu y avoir avant, si quelque chose y avait avant. D'accord. Ça, aujourd'hui, c'est de la pure spéculation, quoi. Mm. Donc, c'est aussi c'est important pour une histoire de connaissance. Maintenant, pour une histoire de vie quotidienne humaine, ça ne l'est pas vraiment, non. Ça, c'est une certitude. Je pense que si demain on a la réponse de l'univers, qu'on connaît déjà, c'est 42 bien sûr, Mm. mais
je pense pas que ça dérange Jean-Michel pour aller faire ses courses, quoi. J'arrive pas. Mais exactement comme quand tu lui diras que dans 10 000 années, le soleil n'existera plus, quoi. Il s'en fout, lui. Il est plus là. 10 000 ans, oui. Je pense Donc, qu'il sera. Et pourtant, c'est court dans Il l'histoire de sera l'univers. ailleurs déjà. Il C'est sera très pas là. court. Parce que l'univers, 10 000 ans, c'est quand même c'est court. 13,8 milliards d'années, donc 10 000 ans, c'est que dalle à l'échelle de l'univers. Et c'est là où, encore une fois, il faut se rappeler que nous, en tant qu'humains, si l'univers était un bouquin de 100 pages, on arriverait sur les 4 dernières lignes. Juste l'histoire de l'humanité, Ouais, depuis l'homme préhistorique. Si tu réduis l'âge de la planète à 1 heure, l'ère de l'être humain, c'est 30 secondes. Ouais, c'est ça. Il y a que dalle. C'est rien du tout. Donc, et pourtant, on parle d'échelles qui nous paraissent énormes à nos vies, à la différence de nos vies humaines. Excuse-moi, Non, t'inquiète pas. c'est Steven qui s'éclate. Qu'est-ce qu'il dit Rien, encore il met la religion là-dessus. Enfin bref. Oh, merde. Là, on va trop loin. En ce moment, on parle beaucoup Oui. de Mars. Oui. Énormément. Avec notre astronaute national Thomas Pesquet et tout ça. Est-ce que c'est... non, important, intéressant, je pense qu'on a déjà plus ou moins répondu à la question, mais qu'est-ce que l'être humain pourrait aller faire sur Mars ? Forcément, s'il va là-bas, c'est pour faire... À part le côté business, à part le fait de dire c'est bon, on y est allé. Celui qui pourra financer tout ça sera le meilleur être humain que la Terre apparemment ait jamais porté. Mais à part ce concours, il y a un intérêt forcément scientifique à aller là-bas. C'est de la recherche géologique en fait. Ouais. Mais si tu veux, Mars aujourd'hui c'est un beau désert. On a des doutes importants sur le fait que ça ait pu héberger une vie développée. On a retrouvé parce qu'on a retrouvé traces. Ah oui, on a retrouvé des traces de lacs en fait sur Mars. Oui. Donc on sait qu'il y a eu un liquide. Et s'il y a liquide, il y a potentiellement existence de vie. Et toute la bataille se passe là-dessus. Donc on envoie des rovers, des robots sur place pour essayer d'examiner la géologie de la planète de manière à pouvoir avoir des infos de réponse à ce sujet. Ça va, je te remercie. Mais on n'a pas encore d'éléments de réponse parce qu'il faudrait qu'on aille potentiellement plus bas. Et c'est là que la série Mars sur Netflix notamment était très intéressante parce que c'est des équipes humaines qui vont se balader dans des caves martiennes, quoi, pour essayer de découvrir des éléments comme ça. Ouais. Donc finalement, moi, l'élément scientifique que je pourrais trouver, il est là. Steven pourrait aussi te dire qu'il y a certainement des choses qui pourraient nous être très intéressantes pour une évolution technologique. J'imagine. Je connais pas extrêmement bien la composition de Mars, donc je pourrais pas te dire. Mais ce que j'en sais, c'est qu'encore une fois, pour le quotidien de monsieur et madame tout le monde, ça changera rien. Oui, bien sûr. Maintenant, ce qui est aussi important, c'est simplement une sauvegarde de l'espèce humaine en essayant d'avoir plusieurs avant-postes, entre guillemets. C'est-à-dire que si demain, la Terre crame pour X ou Y raison, une partie de l'humanité sera sauvée sur Mars et pourra raconter l'histoire de ceux qui ont cramé. Le pourquoi du comment. Est-ce que c'est une bombe nucléaire parce qu'il y en a un qui a été trop bête, ou est-ce que ça a été l'écologie voilà, par exemple, tu vois. Mais ça peut être pour X ou Y raison, et c'est potentiellement intéressant d'avoir une sauvegarde quelque part, comme une sorte de planète archive, quoi. Ouais. Mais où il y aurait des gardiens, entre guillemets, de la mémoire. D'accord. Ouais, c'est un plan par le logement, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Mais enfin, T'as aussi ce côté où on est trop nombreux ici et où il faut, si on veut une évolution pleine de notre civilisation, il faut venir l'emmener ailleurs. Il faut aller coloniser d'autres endroits pour continuer de pouvoir mais coloniser d'autres endroits, enfin l'être humain ça fait combien de temps qu'on est sur Terre? Ça fait des millions d'années? Non, j'ai pas l'âge, mais combien de temps ça fait des milliers, mais depuis l'Homo sapiens, quoi. On est adapté à la planète Terre, on est fait pour vivre dessus. Alors oui, tout est différent sur Mars. Effectivement, la gravité est différente. Ah bah oui, légère mais quand même différente. L'atmosphère, on n'en parle pas. Si on n'a pas d'eau, on tient pas 3 jours. Comment on peut imaginer, à part évidemment avec la passion, mais scientifiquement, comment on peut anticiper ce transfert en fait de population, quoi? Ça passe par des tests, ça passe par l'adaptation de technologies pour justement essayer d'être indépendant une fois sur place, ça passe par recréer une atmosphère vivable une fois sur place, etc.
Donc ce sera une vie qui sera forcément tout à fait différente. La terraformation. Comme on C'est dit. ça exactement, terraformation, mais c'est pas tellement pour nous qu'il faut l'imaginer, c'est pour les enfants qui vont naître là-bas. Ouais. C'est eux, ils ne connaîtront que ça. Donc ce Les sera Martiens. moins compliqué. Alors la vraie question, c'est comment on les appellera, effectivement. Mm. Ça restera des humains. Des humains Ouais. de Mars, au lieu d'être des humains de Terre. Mais, c'est très, des humains de Terre. C'est très vers de Terre, quand même. Mais il y a ce truc de... Il y aura une vraie dépression spatiale pour ceux qui vont y aller pour les premiers et qui ne reviendront jamais. C'est qu'il y a des choses sur Terre qui vont leur manquer, mais à tout jamais. Je veux dire, t'as pas de ciel bleu, t'as pas d'oiseaux, t'as pas d'arbres. Non, c'est la Côte Pas d'Azur, tout ça. ça, je connais. Je reconnais. C'est Saint-Trope, j'y passe Ouais. mes vacances. Ouais. Non, mais si tu veux, t'as ce truc-là où... voilà, il se passe rien, quoi. Tu peux pas regarder l'océan à l'horizon, tu peux pas regarder les petits oiseaux qui vont dans les arbres, ni même les nuages qui bougent dans le ciel avec ta chérie quand tu veux passer un moment romantique. Donc, en fait, t'as ou ton chéri, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu t'ennuies, quoi, à la surface. Ou alors t'es scientifique et tu fais des recherches toute la journée. Mais sur il y aura- Mars, Il y aura, pour accueillir une population sur Mars, il y aura du boulot. ah bah, il y a des choses à faire, bien Ouais. sûr. Mais une fois que c'est installé, il n'y a pas grand-chose à y faire. Il y a moins à il faut découvrir que Il sur faut Terre. se lever, il faut aller au travail, il faut payer les factures. Ouais, mais voilà, mais c'est ça, on retombe sur le même schéma. Mais si tu veux, il y a moins de recherches à faire que sur Terre, parce que sur Terre, il y a tellement eu de vie, il y en a tellement encore, qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. T'as quand même des gens qui sont payés pour aller venir essayer de trouver des fossiles, etc. Mais pourquoi? Mais parce que c'est passionnant, parce que c'est Ah oui, de la ça, recherche, ça, etc. C'est passionnant, je l'enlève pas Ah, mais de c'est l'équation, c'est évidemment. incroyable. Ouais. Mais par contre, sur Mars, a priori, il ne devrait pas y avoir tout ça. On est sur Curiosity, là, certainement. Curiosity, ouais, ça y ressemble. Alors, Rover, ça, c'est ce que c'est. Non, le rover, Ouais. c'est le modèle. Ouais. Ça, c'est le. C'est comme tu me disais, c'est une voiture. Oui, Ouais. mais c'est une marque. Non, T'as non, t'inquiète Renault, Clio, Rover, Curiosity. Voilà. pas. Exactement. C'est bon, il a compris. Mais en fait, on en a un peu partout sur Mars, donc c'est assez cool. Il y en a Bonjour, qui- Nomi. Il y en a qui observent un petit peu partout la surface, donc c'est top, ça permet d'avoir plein d'infos. Mais encore une fois, ça change pas le quotidien de Monsieur Madame tout le monde. Ouais, c'est sûr. En fait, c'est le gros problème de l'espace. C'est pour ça que pendant longtemps, je parlais de la philosophie de l'espace et qu'aujourd'hui, je parle plus d'aliens parce que les aliens, c'est ce qui intéresse le plus les gens sur l'espace. Bah, c'est c'est le c'est- c'est le plus spectaculaire, en fait. Mais bien sûr, encore une De fois, rencontrer une. on en est à cette volonté une de race vouloir alien. faire rêver les gens. Mm. Ce qu'il faut, c'est les sortir de leur quotidien. C'est essayer de leur donner un peu de pêche, un petit peu de rêve à tout ça. Enfin, venir leur expliquer que sur Mars, c'est potentiellement une vie. Pour ça, il y a le journal de 20h chez TF1. Hein. Ils raconteront autant Ah, ça de dépend conneries que de moi, la- tu vois. Donc, Ça dépend de la tête de la vie. oui, mais oui, bien Parce sûr. que si mais- tu me sors Vie Paul bactérienne, c'est pas du tout ce l'alien, que t'as envie d'entendre. tu dis, ah ouais, là c'est cool quoi. Ouais. Oui, par contre, si c'est un truc. Ça y est, Asti en a parlé aussi sur je sais plus quel plateau. Ça y est, on a trouvé de la vie sur Mars. Ah, fais voir. Et on a une image microscopique, enfin zoomée x Ouais. 10 000, avec un truc qui fait. C'est ça. Mais c'est ouais. Bon, c'est pas demain qu'on va faire un golf. Hein. Mais c'est comme si t'avais suivi la première photo d'un trou noir qu'on ait faite. Non. Non, ça te dit rien. Enfin, C'est- mais si, c'est assez récent. Ça fait 3 ans. Ouais, ça fait peu 3 ans. 3 ouais. ans. Si, ouais. C'est le M180, je sais pas quoi. Ouais. Et cette photo-là, en fait, on en a parlé un petit peu aux infos, etc. Mais pour nous, c'est révolutionnaire en science. C'est un truc, c'est une date qui sera marquée d'un fer rouge. C'est un truc, mais immense. On a prouvé l'existence des trous noirs par une photo. Est-ce que pour le moment, c'était qu'une théorie? Parce que le terme, C'était quand même bien fondé. terme trou noir existe depuis que je suis gamin, je connais ce terme-là. Il y avait une carte Yu-Gi-Oh! Trou noir, je me souviens. Ouais. Mais Oui, mais je me souviens exactement qui du nettoyait visuel, en tout le plus. plateau. Ouais, tout à fait, très utile. Très Très utile. énervante. Ouais, très énervant Mais, par rapport à l'adversaire. et en fait, non, si tu veux, c'est tout ça. Donc ça vient avec Einstein. Hein, c'est lui surtout qui va commencer à remettre tout ça en cause. Avant Einstein, tout est vraiment différent. Ouais. Hein, allez, montre-nous, on va te dire. Exactement, c'est celle-ci. Alors, Non, ça c'est la coloscopie de Steven. ça c'est oui, c'est les images de son radiologiste. Mais Ouais. c'est pas grave, on va pouvoir en parler. Je me Et suis d'ailleurs, renseigné sur le sujet. On retrouve
petite boursouflure là, je trouve. Oui, non, mais c'est une petite inflammation hémorroïdale. Ouais. En fait, non, faut faire attention, faut passer une petite crème, hein, ça c'est le conseil. Non, voilà, donc là en fait on voit bien notre trou noir avec du coup notre horizon des événements. Donc effectivement c'est quelque chose. Je vous emmerde. Ouais. T'es dans le chat. T'inquiète pas, je passe t'apporter ta crème après. J'oublie pas, je passerai à la pharmacie. Mais si tu veux, c'est important parce qu'on avait des chiffres qui nous montraient des choses assez incroyables dans certains endroits de l'univers. Mais on savait pas ce que c'était. On a appelé ça trou noir en supposant que c'était ça. Depuis qu'on a la photo, on sait que c'est ça. On sait que tel résultat, c'est un trou noir. Et ça, c'est important. C'est important de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne mathématiquement. Depuis Einstein, on sait que ça doit exister. Parce que les calculs sont faits de manière à ce que les trous noirs puissent exister. Mais s'il y a trou noir, il y a aussi forcément potentiellement son opposé. Enfin, forcément, potentiellement, ça se contredit un peu, mais on imagine dans la bien-pensance qu'il y a un opposé. Cet opposé, ça pourrait être un trou blanc. Ou alors être un trou de verre. Tout ça, ça se discute. Mais après, voilà, on revient dans des explications encore plus complexes. Ouais, là, voilà, mais en tout cas, ça, c'est révolutionnaire. Pourtant, on en a très peu parlé. Et pourtant, c'est un truc de malade en science. Donc, c'est exactement comme l'histoire du microbe sur Mars. On découvre un microbe sur Mars. C'est révolutionnaire. Pourquoi est-ce que ça pourrait amener à plein de théories, comme quoi potentiellement il y aurait déjà eu de la vie intelligente sur cette planète-là, qui serait partie ou pas. Mais voilà. Et donc, ouais, déjà, découvrir des microbes, ce serait incroyable parce qu'aujourd'hui, on est très seul et que l'être humain déteste la solitude. Donc c'est important pour nous de venir découvrir des choses, même des microbes, dans un premier temps. Voilà. Ok. Pourquoi. D'accord. Pourtant, parfois, il y a des choses qu'on découvre qui sont extraordinaires dans l'univers et ça fait des flops. Bah parce que c'est pas relié directement à nous, quoi. On n'est pas en contact avec ça tout de suite. Mais oui, voilà, parce qu'encore une fois, ça vient pas toucher le quotidien de Monsieur Tout-le-Monde. Je préfère être en contact avec une bactérie extraterrestre plutôt qu'un trou noir. Mais oh, tu sais, il se passerait pas grand-chose pour toi. En fait, tu t'en rends pas vraiment compte de la déformation du trou noir, etc. C'est quelque chose où déjà le temps que tu vogues dans le trou noir, t'as le temps de crever, quoi. On a pour des années, donc. Ça va. Donc bon. Bah, encore des années. Si tu te réfères. Oui, bah, ça dépend à quelle montre tu te réfères, c'est vrai. Si ta montre fonctionne bien, et encore, c'est pas sûr. Exactement. Ça dépend de quel mécanisme. De toute façon, les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Écoute, on invitera Bigard pour en parler. Ouais. Je pense qu'il saura nous répondre. Et puis. Le trou noir, c'est passionnant. Le trou noir, bien sûr, c'est surtout flippant, quoi. T'es là, tu dis, attends. Comme dans Interstellar. Comme dans Interstellar. En fait, ouais. Mais nous, on parle d'astrophysique. En réalité, on ne sait pas trop s'il y a quelque chose derrière ou pas. Si ça se trouve, ce fameux trou noir, cette singularité, comme on l'appelle, serait un passage vers autre chose. On ne sait pas, on n'y a jamais été et on n'ira jamais. Et on ne pourra jamais envoyer un robot là-dedans qui va nous raconter ce qui se passe. Il y aura trop d'interférences. On peut, mais il ne reviendra pas, le machin. Ah, mais c'est impossible que ça revienne. En fait, dépasser la ligne d'horizon des événements, tu ne peux plus faire machine arrière. Tu es forcément aspiré d'une manière inconditionnelle par le trou noir. Alors, aspirer, c'est un bien gros mot, c'est pas un aspirateur. C'est juste que la force de gravité t'attire réellement petit à petit et tu peux plus faire machine arrière. Et les autres de l'extérieur vont vraiment te voir te déformer, mais toi par contre, tu vas être normal, quoi. Donc voilà, mais un trou noir, effectivement, c'est la multiplication des trous noirs vient augmenter du coup un système d'entropie qui fait que du coup tu augmentes la notion de désordre de l'univers. C'est compliqué ce que je viens de dire là, hein, on est d'accord. En gros, plus tu as de trous noirs, plus du coup tu as de néant qui se crée. Et ce néant, on appelle ça du désordre. C'est un petit peu ce qui explique que si jamais demain je cassais ce verre-là, j'arriverai jamais à le faire remonter dans le temps pour qu'il se reconstruise. Bon, il remontera jamais, voilà. Un vase, il va jamais se reconstruire et se remettre dans ta main. C'est comme ça. Donc on appelle ça du désordre quand tu casses quelque chose. Hein, on est d'accord. Petit, chez toi, quand ta chambre elle était tout en bazar, c'est du désordre. Oui. Sauf que tu peux l'arranger. Un trou noir, quand il vient détruire des vies ou les prendre, il les remet pas. Donc ta notion de désordre, elle ne peut faire que augmenter. Et ça, ce système-là, du coup, on appelle ça l'entropie. Cette entropie, elle n'est que croissante dans l'univers. Et si elle est croissante, ça veut dire qu'on va vers une fin de l'univers. Hein, toute fin qui commence à devenir de plus en plus importante arrive forcément à une terminaison. Mais le désordre peut en créer des vies. En tout cas, pour le moment, on l'observe pas. Enfin, parce moi, que je regarde mon appart, c'est un gros bordel. Je suis sûr qu'il y a des bactéries qui sont nées. Oui, non, bien sûr. Voilà, sur du désordre humain, ouais. Là, à l'échelle des trous noirs et de l'univers, non, clairement pas, parce que vraiment, le trou noir, il vient inspirer jusqu'à même la lumière, quoi. Alors,
Ah oui, oui, non, mais c'est pour ça qu'il est noir en fait. C'est pour ça que qu'il la est compliqué photo- à détecter. C'est pour ça que la photo est compliquée à prendre, parce que photographier, c'est comme Non, si mais tu ça, c'est prenais parce que Steven il bouge beaucoup aussi. Donc, Il bouge beaucoup. C'est comme si tu prenais un appareil photo et que tu essayais de prendre quelque chose en photo dans une pièce qui est totalement noire en fait. Et le trou noir, c'est pas possible de. Non, enfin, à une époque, c'était après, impossible de le là- prendre en photo. Là, elle quoi. est colorisée, hein, Ouais. parce que tu vois pas du tout ça de cet œil-là. En fait, à l'œil nu, tu le vois pas le trou noir. Ouais. Tu peux pas le distinguer d'autre chose. Mais ce qui se passe, effectivement, c'est que ça vient t'inspirer même la lumière parce que ça prend tout. Et c'est justement pour ça qu'on a eu des relevés en fait, de mathématiques, de choses qui étaient un peu étranges à certains endroits. Il n'y a pas eu un relevé ou une découverte, ou peut-être, je ne sais pas si c'est une découverte, mais d'un trou noir qui serait, comment dirais-je, bizarrement trop près de notre galaxie ou Alors, je vais reposer la question parce Oui, que bah oui, personne oui, ne si l'entend. j'entends pas, ouais. Est-ce qu'on aurait des relevés scientifiques, des observations d'un trou noir qui serait proche de nous, de notre galaxie ou de notre système solaire? Faut savoir qu'au centre de chaque galaxie, tu en as. Anormalement. Donc anormalement, non, on n'a pas de relevé de trou noir anormalement près. Il faut savoir aussi qu'un trou noir est potentiellement l'un des résultats d'un soleil qui meurt. Bon, aujourd'hui, autour de nous, on n'a pas beaucoup de soleils qui sont encore morts. Parce que nous, on est vraiment... Alors déjà, on est paumé dans l'univers. Hein. On est vraiment sur l'une des branches les plus lointaines de l'univers. Sur l'une des branches les plus lointaines du centre de notre galaxie. Tu vois? Donc, on est vraiment... Nous, on est en banlieue de la banlieue de la banlieue. Aujourd'hui, c'est comme si on habitait dans la campagne la plus paumée du monde. Tu vois? La Terre, elle est perdue au possible. Bon, et ce qui se passe, c'est que au centre de chaque galaxie, il y a généralement des trous noirs. Et c'est d'ailleurs là qu'il y a des choses qui sont parfois très belles, c'est que deux galaxies peuvent venir se rencontrer à cause du coup de tout ça, de tout l'effet gravitationnel, etc. Et quand elles rentrent en contact, trou noir, qui est tout automatiquement généré. Un trou noir peut être le résultat du coup de la mort d'un des soleils, et du coup peut se retrouver au milieu d'un système solaire et aspirer. Mais ça se fait pas en une minute, ça se fait sur des centaines de milliers d'années. C'est quelque chose qui est très long, enfin des centaines, non, ça se passe sur des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années. Mais c'est un processus qui est super super long, mais par contre ça attire tout. Et là, on s'est rendu compte il y a peu de temps que des trous noirs avaient eu un rejet qui s'appelle du coup le rayonnement de Hawking, en nos souvenirs à Hawking qui travaillait énormément sur les trous noirs. Voilà, et voilà, tout simplement. Un petit peu ce que je peux vous en dire, mais c'est très complexe, c'est très velu comme sujet, ouais, complètement. C'est ça le problème avec la thématique de l'espace, c'est que tu peux prendre le plus petit grain de sable qui traîne quelque part et tu peux en parler pendant des heures et des heures et des heures. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je trouve ça très passionnant et à la fois spectaculaire aussi, parce que quand on a la chance, donc aujourd'hui c'est toi pour nous, mais d'avoir quelqu'un qui connaît, qui traite, enfin qui a l'habitude de traiter le sujet, c'est prenant comme c'est pas possible. Et ça fait voyager, hein. Ça fait flipper. Mais bon, en fait, c'est qu'on est sur des ordres de grandeur qui nous dépassent tellement qu'on a, qu'on a du mal à vraiment comprendre l'entièreté du... Parce que nos unités de mesure servent à mesurer ce qui se passe sur Terre. Exactement. Donc, et puis parce que, encore une fois, pour nos cerveaux humains, imaginez ce que va faire un trou noir. Enfin, je veux dire, ça ne change pas nos quotidiens. Ça peut permettre à certains de les faire rêver, de les divertir. C'est super. Et ça permet du coup de créer des vocations pour certains qui sont passionnés et qui ont un esprit fondamental. Pourquoi, du comment est-ce que Einstein révolutionne le monde de l'espace et de l'astrophysique quand il arrive? Parce qu'il est très fort en expérience de pensée. Parce qu'il arrive à rêver et à réfléchir à des choses qu'il projette dans sa tête. C'est la grande force d'Einstein. C'est un mathématicien qui est pas exceptionnellement bon. Hein. D'ailleurs, ses calculs, il demande à d'autres mathématiciens de les faire ou de l'aider. Donc, sa grande force à lui, c'est de pouvoir imaginer et rêver l'espace de manière à comprendre pourquoi est-ce que ce qu'il observe correspond pas du tout à ce qui devrait être. En tout cas, à ce qui est décrit. Donc, le rêve par rapport au spatial est très très important. C'est comme ça qu'on découvre des choses. Ouais. C'est en permettant de se dire, mais peut-être que. Et c'est pour ça que le sujet des aliens est en plein essor. Parce que peut-être que. Tu vois. C'est pour ça que j'ai appelé mes vidéos Pourquoi pas. Après tout. Ouais, pourquoi pas, bien sûr. On verra plus tard, parce mais que d'ici là, pourquoi pas. Tout est possible. C'est ça. L'univers est tellement grand, tellement vaste. Mais combien de domaines dans lesquels tu peux dire tout est possible? Genre, tu vas en cuisine, on va te dire tout est possible. Tu vas dire oui, si tu prends un mathématicien, il peut être con et te dire ouais, mais il y a un nombre de tant de possibilités. C'est énorme, mais il y a une fin. Ouais, on peut être mathématicien sans être forcément con. Par contre, heureusement, bien sûr, au contraire. Mais je veux dire, voilà, il y a plein de domaines dans lesquels en fait, tu as des limites qui te sont fixées. Mais on regarde dans le cadre du boulot, on a souvent des limites qu'on se fixe ou qui nous sont fixées.
dans un domaine où le rêve et la pensée est autorisé, tu casses les limites. Et c'est ce qui crée aussi, du coup, toutes ces théories conspirationnistes. Parce que t'as pas de limite. Du moins dans l'imagination. Exactement. Les théories n'ont de limite que leur imagination, Exactement. de leur concepteur. Mais bon, ok, d'accord. Bah, merci beaucoup, écoute. Ben, c'est merci très à vous intéressant. deux. On pourrait continuer comme ça pendant des heures, hein, sans déconner. Ça me fait plaisir. Je traitais un sujet à la fois de l'univers, je pense qu'il y a du taf. Mais bon, c'est déjà ton on a- travail. On va pas t'embêter plus longtemps avec ça. Moi, j'ai un coup de cœur, j'irai pas jusque-là, mais un youtubeur aussi vulgarisateur scientifique que je suis, qui me fait marrer, c'est 12 par sec. Ah, c'est Yann, je le connais très bien. Tu connais bien? Ah bah oui, plutôt, ouais. Yann Solo. Ouais. Lui il me fait beaucoup rire justement parce lui pour le coup il est vraiment vulgarisateur parce que il est vulgaire. Et je sais que ça lui a fait. Yann, il est cash. Il est cash, ouais. Il est bourru, mais c'est sur lui, hein. Pour le connaître dans la vie perso, il est comme ça. Ouais, bah ça m'étonne pas en fait. Mais sans le mettre une mauvaise étiquette parce que ce serait pas très gentil, c'est un peu le bigard de l'espace quoi. Il y a des fois il balance des vannes, tu dis ouh, elle va pas passer chez tout le monde. Il en serait flatté. Il en serait flatté? Je pense qu'il apprécierait. Ouais. Bon. Eh ben voilà, je voulais savoir si tu connaissais son travail, donc apparemment oui. Ah ouais, carrément, complètement. Et si tu appréciais ce qu'il faisait et connaître un petit peu ton point de vue sur ce bonhomme. Non mais alors, faut déjà savoir que Yann, il travaille dans le monde du spatial. Déjà. C'est son boulot au quotidien en plus des vidéos. Il l'a quitté, je crois. Alors, dans ce cas-là, c'est vraiment très récent. C'est récent, il l'a quitté pour se consacrer que à YouTube. Ah bah tu vois, ça fait, je sais pas, 3 mois qu'on s'est pas appelé. Donc j'avoue que je sais pas dans ce cadre-là. Ça date d'il y a 3 mois. Et ben voilà, tu vois, donc ça veut dire qu'on s'est pas eu depuis, donc c'est probable qu'il l'ait fait depuis. Mais bon, déjà, il a un background là-dedans où il bosse dans cet univers-là, où il bossait, tu vois. Et donc ça apporte du crédit à la parole de la personne. Après, c'est quelqu'un qui vulgarise très bien, parce qu'il veut faire quelque chose d'accessible à tout le monde. Et en fait, il veut faire quelque chose qui lui ressemble à lui, parce qu'il le fait à l'envie. Et, on ne voit plus. Ah bon? Ah. Et voilà, donc il veut faire quelque chose à l'envie, il veut faire quelque chose qui lui plaît et qui lui ressemble. Et donc voilà, donc oui, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est très sympa. Et puis il est super drôle. Ouais, il a son humour, certes, mais moi c'est un humour que j'aime bien. Et il a son personnage. Et j'espère qu'il va continuer encore pendant quelques temps parce que... Si ça lui plaît, c'est tout ce que je lui souhaite. En tout cas, c'est quelqu'un de très sympathique, réellement. Pourtant, il y en a des youtubeurs qui ne le sont pas. Yann est vraiment très sympa. Vas-y, balance, vas-y. Non, mais bien sûr que non. Eh ben, si t'as l'occasion... Enfin bon, il y en a quand même. Il y en a, bien sûr qu'il y en a. Non, mais... Tout est possible. Mais en fait, c'est comme dans tout. C'est comme dans tout. Hein. Oui, bien sûr que c'est comme dans tout. Bah écoute, si t'as l'occasion un jour de l'avoir au téléphone... je lui passerai un bonjour. Tu dis que tu as croisé un mec qui aime beaucoup ce que lui fait. Eh bien, avec grand plaisir. Et je suis d'accord avec lui pour Armageddon. Il comprendra. Ça marche, j'en parlerai. Mais des fois, Yann est en live avec moi. Il vient des fois dire bonjour sur Twitch. Ouais, tu stream aussi? Ça m'est arrivé. Tu le fais plus? On verra. C'est une question en suspens. On aura des réponses dans les jours et semaines à venir. Gaming ou autre chose? Autre chose. Plus comme ce qu'on est en train de faire là, mais sans aucune préparation. C'est avec des copains youtubeurs ou des copains tout court. Et on va prendre un sujet au pif et on va venir parler avec le chat. Et ça va être comme ça toute la soirée. On va faire du just chatting en fait. Pas forcément en référence à l'espace? Ouais, généralement aussi quand même. Alors ça peut dériver énormément. Très facilement. Ouais. Mais c'est pour ça justement qu'Yann est des fois sur les lives, c'est que voilà, on va avoir du Yann, on va avoir l'ancien youtubeur 1, on va avoir l'équipe de Superama, enfin plein de chaînes en fait qui vont parler, qui vont être vulgarisateurs de science. D'ailleurs, si t'aimes bien l'humour de Yann, tu pourrais potentiellement aimer aussi la chaîne Superama, même si c'est un peu plus subtil. Superama, c'est un super contenu. Un peu plus subtil. C'est pas gentil pour Yann. Non, il l'autorisera. Mais il le dit lui-même. Hein. Non, c'est pas subtil, mais en tout cas, c'est très agréable parce qu'on voit que c'est pas forcé, c'est lui, quoi. Et ça plaira pas à tout le monde ce qu'il fait, c'est sûr. Comment tu dis? De quoi? Superama. Superama. C'est super et Ama, A-M-A. Voilà, fin de super. Tout je vais jeter un coup d'œil. Ouais, carrément, avec grand plaisir. C'est les futurs, c'est le futur.
C'est la nouvelle génération de la vulgarisation spatiale. Ok. D'accord. Enfin, je dis ça, ils sont plus âgés que moi, hein, mais c'est que leur contenu, par contre, a 6 mois, 1 an, quoi. Et pourtant, voilà, c'est fort. Ok, d'accord. Bon, on ira jeter un petit coup d'œil. Superama, Super AMA et 12 par sec. Allez jeter un petit coup d'œil. Sur Twitch, c'est 12 par sexe, pour ceux qui le cherchent. 12 par sexe, ouais. C'est pour vous donner un petit peu l'humour du gars. Et lui, pour le coup, et puis ce qui marche le mieux justement sur sa chaîne YouTube, c'est quand il fait des vidéos sur des films. Ouais. Il parle de l'espace. Bien sûr, dont Armageddon. Dont Armageddon, qui bien était sûr. sa première, il me semble. Et donc évidemment, il remet aussi un petit peu dans le contexte. Tout de suite, des fois, il fait le con, il explique ce qui est débile. Mais par exemple, Michael Bay, qui a fait Armageddon, qui a l'habitude de faire absolument exploser Tout et n'importe tout quoi. ce qui est devant l'écran. Là, dans l'espace, on est régalé. Il y a des explosions, des flammes, ça résonne dans tous les sens. Voilà, il explique bien que non, les flammes non, et les explosions détonantes, non plus, quoi. C'est drôle parce qu'il le ferait avec le même mouvement de tête. Non. On voit que tu regardes ses vidéos, ouais. Ah bah oui, non, mais en plus, je suis quelqu'un qui chope facilement les tics. Donc j'en ai bouffé pas mal des vidéos de 12 par sec et il a cette façon de les gars, hein. Oh bah non. Ouais, exactement. C'est comme ça, hein. Moi je m'en fous d'abord. Donc c'est pour ça qu'il me fait beaucoup rire, parce qu'on a quelques mimiques en commun. Bref, on va pas arrêter de parler de lui, ça va le flatter. Et en plus, il va falloir qu'on arrête. Je sais que la communauté scientifique est en deuil. Malheureusement, oui, on a perdu de grandes personnes. Ouais, les frères Bogdanov sont décédés, l'un au mois de décembre, fin décembre, et l'un il y a 2 jours, je crois. Moi, je sais que j'avais prévu d'en parler, d'en faire une chronique ce soir sur l'émission Canapnet qu'on a à 18h30. Je fais un petit peu de com en passant. Ils t'ont impacté, ces 2 bonhommes-là, ou pas, dans ta vie? Alors, ils m'ont impacté quand j'ai commencé à me mettre aux aliens. Pourquoi ? Parce que ces 2 bonhommes, comme tu le dis, on a beau en penser ce qu'on veut, on peut trouver qu'ils avaient un physique ridicule ou une façon d'être assez extravagante et qui sort des cases parfois pour certaines personnes. Ça reste 2 savants. Ça reste 2 savants incroyables qui ont révolutionné à leur échelle le monde de la vulgarisation, qui ont toujours eu une bonne humeur et une bonne énergie au sein de la science et de la vulgarisation. Ils ont été souvent critiqués, beaucoup lynchés dans les médias plus importants qu'eux, et pourtant ils n'ont jamais répondu méchamment, en tout cas pas à ma connaissance. Alors ils m'ont impacté, pourquoi ? Parce qu'ils avaient fait Temps X à l'époque. Moi j'étais trop jeune pour connaître ça en diffusé à la télé. Et comment ? Énorme, c'était énorme. Ah bah oui, non, mais ça c'était une émission mais qui était fabuleuse. Pour moi c'est une source d'inspiration énorme, bien sûr, pour le contenu que je peux faire. Et surtout en termes de vulgarisation, c'est des personnes qui... on peut citer des grands vulgarisateurs comme Hubert Reeves, Étienne Klein, etc. Bon, Étienne Klein peut-être un peu moins accessible au grand public que Hubert Reeves dans l'exercice, mais les frères Bogdanov ont une vulgarisation qui, pour le coup, était très juste pour un grand public, notamment audiovisuel, et pour monsieur et madame tout le monde, aussi bien pour un étudiant qui sort de l'école que pour papa et maman qui ne savent pas tout sur l'univers. Parfois, ils ont été discrédités parce qu'ils utilisaient des mots un peu trop vulgarisés, mais c'est aussi ça, le pari de la vulgarisation. Et pour le coup, ils ont une belle carrière derrière eux, et il faut leur rendre à César ce qui est à César. Ils ont beaucoup aidé le monde de la science en France, en tout cas, notamment dans le monde audiovisuel. Pas rien que d'en parler, moi ça me fout des frissons. C'est vrai que c'était 2 grandes personnes que j'espérais un jour pouvoir rencontrer. Ce sera pas le cas. Mais voilà, faut reconnaître qu'ils ont eu un très beau parcours et que c'était 2 grands gars, quoi. C'était 2 grandes personnes. Voilà, et ils rigoleraient si je disais que ce serait 2 grandes gueules. Ils étaient assez pleins d'humour. C'est vrai qu'ils avaient beaucoup d'humour. Le peu que j'ai pu voir d'eux et que je connais d'eux, ils ont eu beaucoup d'humour. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je te pose la question, parce que ça arrivait récemment et on est dans le sujet. Mais tu vois, mais on suivait un peu les actus avec Steven, on s'écrivait, on s'appelait en fonction des infos qu'on avait. Même si on n'était pas des proches, clairement d'eux, parce qu'on n'avait pas leur numéro et on les voyait pas.
Néanmoins, bien sûr que ça vient nous toucher parce que c'est des personnes qu'on a tous les deux pu regarder, écouter avec attention, voilà, qui parfois nous ont fait rire, parfois nous ont fait comprendre. Et j'ai toujours de l'émotion pour quelqu'un qui m'a appris quelque chose. Voilà. Donc un hommage pour les frères Bogdanov qui nous ont quittés récemment. On va finir sur une petite note triste, mais bon, c'est important quand même de rendre à César ce qui est au César. Nous, on va s'arrêter là. Ouais. Parce que ça fait déjà 2 heures qu'on parle. Il va falloir laisser un peu de place pour les autres parce que voilà, c'est fou, on a accumulé beaucoup trop de monde, il faut en laisser pour les autres. C'est notre dernière émission, voilà, c'est notre dernière réveil net. On va continuer Canapnet et le bocal, ça on va continuer, mais pour la matinale, c'est la dernière. Ouais. Donc merci à toi d'être passé. Merci à vous de m'avoir invité, les gars. On espère qu'on va te voir encore longtemps sur les réseaux. Potentiellement. Tu vas Je encore peux rien promettre, nous mais apprendre j'espère. encore plein de choses. Et puis, donc, où est-ce qu'on va te trouver maintenant? Alors moi, on va me retrouver principalement... Il y a une plateforme dont je peux pas parler, c'est dur. On va me retrouver Ce principalement dont sur tu peux YouTube. parler. Sur YouTube, on tape SCICOS, on tape Psychos et on me trouve sans souci. Ou alors sur Instagram avec Psychos off à la fin, O2F. Mais voilà, YouTube, c'est l'endroit où je partage mon contenu en priorité. Et de toute façon, dans mes vidéos, de manière générale, j'annonce quand il y a vraiment un truc très important, notamment ce que j'aurai potentiellement en tête si ça se passe dans le futur. J'en parlerai en vidéo. Donc si les gens veulent vraiment avoir un accès à mon contenu et suivre mon actu, directement sur YouTube en tapant Psychos, SCICOS. Et s'ils veulent rajouter un petit vidéo derrière, ils me trouveront directement. Voilà. Je fais confiance à Steven pour rajouter les liens de l'Instagram et de YouTube dans le chat pour ceux que ça intéresse. Moi, j'en ai regardé quelques-unes que j'ai piochées un peu au hasard. Au début, j'en ai regardé une ou deux, des sujets que je sentais un petit peu croustillants, et après, j'ai pioché au hasard. À chaque fois que je suis tombé sur une, je me suis pas fait chier, je trouvais ça intéressant. Et... Ça me fait plaisir. Donc, pour l'instant, pari tenu. Ça marche. On verra si la suite te plaira tout autant, Ouais. Mais voilà, c'est vrai qu'en tout cas, ça me fait plaisir ce que tu me dis. J'aime toujours avoir des bons retours sur toutes des infos qu'on peut diffuser comme ça. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Nous, on se retrouve ce soir à 18h30 pour Canapnet. On va parler de l'actualité pop culture de ces 3 dernières semaines, parce qu'il y a eu les vacances. Et puis ce soir, 21h, c'est le bocal. On y retourne, c'est la rentrée. Je vous souhaite une bonne année aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas souhaité encore à tout le monde. À toi, oui. Oui, non, mais nous, on se l'est dit. À Cyril, oui. J'ai dit une bonne année, mais je ne l'ai pas souhaité aux viewers. Donc, bonne année. Bonne santé, on verra. Voilà, on verra. Bon courage pour le Hunger Games. C'est ça. Que le sort puisse vous être favorable. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt sur le réseau. Ciao. Salut tout le monde.